tous, bienvenue sur Public Sénat, nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures, vous le savez maintenant, 2 heures entièrement consacrées aujourd'hui à Jacques Chirac, mais sous différents angles, hommage, bilan, héritage. Et on va d'abord le faire avec notre invité du jour, Daniel Chassaing. Bonjour, bienvenue, vous êtes sénateur Les Indépendants de la Corrèze. Vous avez bien connu Jacques Chirac, vous nous direz d'ailleurs pourquoi il a tant été aimé par les Corréziens. Durant ces 2 heures, nous irons aussi recueillir les hommages et les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera en salle des conférences au Sénat et ce sera avec Tam Tranui. Et puis, allons plus loin, c'est aussi le club, un club spécial Jacques Chirac. Quentin Kelme, avec vous, ce sera Jacques Chirac et le Sénat. Ouais, en exclusivité, nous avons eu accès aux photographies du Sénat. Marie Brémaud, Jacques Chirac et l'Europe, vous êtes notre spécialiste Europe. Clairement, un mariage de raison. Et enfin Marie-Pierre Bourgeois qui est aussi dans le club aujourd'hui. Jacques Chirac dans les livres, Marie-Pierre. Jacques Chirac en Indiana Jones surtout. Oh là, ça donne envie. Dans une demi-heure, Sénat en clair, nous reviendrons sur le bilan des réformes économiques et sociales de Jacques Chirac. Libéral ou radical socialiste, il était les deux à la fois, versatile, écrivent certains. Nous en débattrons avec nos invités. Hashtag ALPL pour réagir sur Twitter. Avant cela, retour en images que vous voyez déjà sur l'hommage du jour. Plus de 100 chefs d'État et anciens dirigeants français et étrangers étaient au rendez-vous, de Clinton à Poutine en passant par Saad Hariri. Le monde entier était à Paris ce lundi. Jonathan Dupriez avec Michael Spitzberg. Dans la cour des Invalides, devant 300 militaires de tous les corps et la garde républicaine, Emmanuel Macron passe en revue les troupes. Visage grave, le président observe une minute de silence devant le cercueil de Jacques Chirac, drapé de bleu, de blanc et de rouge. Après les honneurs militaires, le convoi funéraire rejoint l'église Saint-Sulpice pour un service solennel, sous les applaudissements des Français. Les plus proches de l'ancien président arrivent à Saint-Sulpice. Sa fille Claude et son gendre Frédéric Salabarou. Bernadette Chirac, très affaiblie, n'est pas présente à la cérémonie. Aux côtés des intimes, quasiment toute la classe politique française a fait le déplacement. Des anciens présidents, François Hollande, Nicolas Sarkozy, aux ex-premiers ministres comme Alain Juppé ou Lionel Jospin, chefs du gouvernement socialiste entre 1997 et 2002. À ces personnalités françaises s'ajoute une centaine d'officiels venus rendre un dernier hommage à leur ancien partenaire sur la scène internationale, à commencer par l'américain Bill Clinton. La dépouille de l'ancien chef d'État fait son entrée dans la nef centrale de l'église, au son du requiem de Gabriel Fauré. Dehors, une immense foule d'anonymes assiste à la messe, des Français très émus par la disparition de ce monstre sacré de la politique française. C'est la France qui perd un de ses pères. Faut bien partir un jour, mais bon, c'est un adieu, quoi. C'est triste de le voir partir. Il nous représentait bien à l'étranger, c'était un homme proche de tous ses concitoyens. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'hommage qui lui est rendu et le nombre de gens qui se déplacent. Jacques Chirac a ensuite été inhumé en privé au cimetière du Montparnasse, selon le souhait de son épouse. Un hommage particulier sera rendu à l'ancien chef d'État en Corrèze, les 5 et 6 octobre prochains. Et on va y revenir avec vous, Daniel Chassaing. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur Les Indépendants de la Corrèze, vice-président de la Commission des Affaires sociales. Vous avez assisté vous-même à ces cérémonies aujourd'hui? Oui, je suis allé donc aux Invalides et à Saint-Sulpice après. Comment vous avez ressenti les choses? Encore beaucoup d'émotions à l'heure où on se parle? Oui, pour nous, c'est beaucoup d'émotions parce qu'on se remémore tout le trajet qu'on a fait avec Jacques Chirac. Et moi, c'est depuis, en gros, 1980 jusqu'en 95 où il a été élu président de la République. Et si vous voulez, là, c'était pratiquement tous les week-ends. Et après, bien sûr, on le voyait moins parce qu'il était président de la République, mais enfin, on le voyait quand même de temps en temps un président de la République. Et moi, je rencontrais très souvent donc Bernadette Chirac, puisque elle était la conseillère générale d'un canton qui s'appelle Corrèze, Corrèze. Et moi, j'étais à l'époque conseiller général du canton de Trégnac. C'est 2 cantons qui se touchent. Donc, bien sûr, on a fait des actions en commun et on se voyait assez souvent. Quel rôle il a joué dans votre parcours politique? C'est lui qui vous a lancé?
Oui, moi, mon parcours politique, si vous voulez, j'étais un médecin de campagne et donc je voulais uniquement faire de la médecine. Et un jour, Jacques Chirac mangeait avec certains maires du canton, comme il le faisait, mais moi, en fait, je ne m'occupais pas de ça. Et on m'a appelé en disant... j'étais en train de faire des visites. Jacques Chirac veut vous voir avec des maires. Bon, je ne savais pas du tout pourquoi. Je lui ai dit, bon, peut-être quand même. Et c'est là où il m'a proposé de me présenter au conseil départemental, au conseil général à l'époque. Et donc, je n'ai pas accepté tout de suite, mais finalement, j'ai accepté. Donc, ça a transformé complètement ma vie, puisque j'étais conseiller départemental, j'étais maire de ma commune. Vous avez fini par savoir pourquoi il avait pensé à vous ? Il avait pensé à moi parce que c'est un canton qui était... La Corrèze, c'était une terre difficile. Hein. Et donc, moi, j'étais médecin. Donc, quand on est médecin, si vous voulez, on rentre dans tous les foyers. Et donc, bon, il s'est trouvé que les gens m'appréciaient un petit peu. Et donc, c'est pour ça que j'ai été élu. Si vous voulez, ils cherchaient des gens qui pourraient être élus. Et moi, à l'époque, je venais de m'installer il y a 2-3 ans. Et je connaissais beaucoup de familles du canton. Et vous savez, avec Jacques Chirac, en Corrèze, j'entendais tout à l'heure, vous parliez de la droite et la gauche. Oui, il avait un travail plutôt de radical socialiste, c'est vrai. Moi, je suis au Parti radical en Corrèze. Et je pense que je suis un peu ce que faisait Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il essayait d'aider les territoires. C'est-à-dire que on avait des territoires extrêmement ruraux. Bon, il a apporté les autoroutes, bien sûr, qui sont très importants. Mais au-delà des autoroutes, il y avait des territoires très ruraux qui sont comme le mien, à peu près à 20-25 km de l'autoroute. Et donc, si on n'a pas une aide spécifique, eh bien, les entreprises auront des difficultés à venir. Et lui, il avait des amis et il les amenait en Corrèze. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont installées avec Jacques Chirac et qui continuent actuellement. C'est le cas dans mon canton. Et bien sûr, il a, après, vous savez, l'action qu'il a eue avec les personnes handicapées. Et en Corrèze, si on additionne le tout, ça fait peut-être 1200 ou 1300 emplois dans le domaine du handicap. C'est considérable et ça a permis de maintenir la vie dans les territoires. Et on va poursuivre cet échange, Daniel Chassaing. Je voudrais maintenant qu'on revienne sur l'hommage populaire qui lui a été rendu aux Invalides. Il a commencé hier, il s'est terminé ce matin à 7h. Et les Français ont là aussi ont été nombreux à venir se recueillir sur son cercueil. On va d'abord regarder le sujet d'Adrien Develay et on va en parler ensuite. Les grilles des Invalides sont restées ouvertes jusqu'à 7h lundi matin. Toute la nuit, des anonymes sont venus se recueillir devant le cercueil de Jacques Chirac. Beaucoup ont attendu toute la journée. Moi personnellement, je ne viens pas tant remercier l'homme politique, je viens plus remercier l'homme en question, qui du coup représente une partie de mon enfance, enfin le premier président sous lequel j'ai grandi. Un président qui a marqué l'histoire. Et aujourd'hui, c'est son dernier jour qu'on peut lui dire au revoir. Voilà, tout simplement. Dès 9h dimanche, quelques groupes de personnes se sont massés devant l'entrée. Quelques heures plus tard, ils étaient des centaines dans la longue file d'attente. Les grilles se sont finalement ouvertes. Tout l'après-midi, les gens ont défilé. Pour beaucoup, l'émotion était palpable. J'ai des origines corréziennes et que je trouvais que c'était important de venir pour ma famille, justement. Je lui avais remis une lettre personnelle de mes parents dans laquelle on lui demandait de l'aide et il nous a aidés. Il a vraiment tenu compte de cette demande, dont je ne l'ai jamais oubliée, ma famille non plus. La nuit tombée, les Invalides ne désemplissaient pas. Alors, la fille de Jacques et de Bernadette Chirac, Claude, est venue à la rencontre de ceux qui étaient encore là. De là où il est, je pense qu'il doit être extrêmement ému et heureux. Et ma mère est très, très réconfortée en ayant vu ces images cet après-midi. Et du coup, on s'est dit, on y va. On a pris nos affaires, on est sortis, on est juste venu dire merci. Dimanche, ils étaient 7000 à être venus rendre un dernier hommage à celui qui fut leur président pendant 12 ans.
Daniel Chassaing, on le voit sur ces images, il a beaucoup apporté, beaucoup aimé les Corréziens et été aimé des Corréziens, mais de tous les Français. Hein. C'est impressionnant, ces images. Oui, absolument. Hein. Mais c'est vrai que Jacques Chirac, lorsqu'il venait, par exemple, dans des commémorations, dans des manifestations, des inaugurations, c'était un peu la fête, mais aussi les élus amenaient souvent, comme ça vient d'être dit, des familles pour leur dire est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon fils, pour ma fille? Et à chaque fois, il écoutait et il faisait le maximum. Que ce soit pour un emploi ou un problème administratif. Ou même des problèmes personnels. Hein. Beaucoup disent que. Oui, des problèmes personnels, mais des problèmes administratifs, bien sûr, avec ses assistants. Mais c'est lui qui prenait les notes et qui écoutait les gens. Donc, vous savez, Jacques Chirac, qui a été président du RPA, il a parcouru la France. Et donc, à chaque fois qu'il se rendait dans tous les départements, il a été président du RPA, mais il a été Premier ministre. Et il a fait de nombreux circuits dans pratiquement tous les départements de France. Donc il était connu et estimé, apprécié par les Corréziens, bien sûr, parce que les Corréziens, c'était le plus grand bienfaiteur des Corréziens. Mais il était apprécié aussi par toutes les personnes, par des personnes dans de nombreux départements. Daniel Chassaing, vous restez avec nous, allons plus loin, continue. C'est l'heure du club, un club spécial Chirac, vous l'avez compris. Dans le club aujourd'hui, je vous le rappelle, Quentin Calmet, Marie Brémaud et Marie-Pierre Bourgeois. Quentin, vous vous êtes intéressé aux relations qu'entretenait Jacques Chirac avec le Sénat, parce que finalement, on sait assez peu de choses sur le sujet, et pourtant, il y en a des choses à savoir. Exactement. Alors, pour nous aider, on a eu accès en exclusivité aux archives photographiques du Sénat. Jacques Chirac n'a jamais été sénateur, hein. C'est peut-être le seul mandat qui manquait à sa collection, Rebecca. Mais il y a beaucoup de photos de lui dans les archives du Sénat, et ça raconte toutes les étapes de sa vie politique. La plus ancienne photo qu'on a retrouvée, elle date du 30 mai 1972. Jacques Chirac n'a que 39 ans et il siège déjà sur le banc des ministres car il est en charge des relations avec le Parlement. À sa droite, le Premier ministre, c'est Jacques Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas, qui sera l'une des cibles des manœuvres politiques dont on a aussi beaucoup parlé de Jacques Chirac à la mort de Pompidou afin de l'évincer pour faire élire Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui va faire de Jacques Chirac son Premier ministre. Voilà, et c'est là que les photos du Sénat sont précieuses. Elle nous montre l'ascension fulgurante du bulldozer, comme l'appelait Pompidou. Regardez, sur ces photos, on voit Jacques Chirac arriver dans les salons qui jouxtent la salle des conférences du Sénat avec la cigarette au bec. Nous sommes en novembre 1974. Chirac est Premier ministre depuis mai. C'est à cette époque que sont votées plusieurs réformes d'ampleur, la majorité à 18 ans, la réforme de l'ORTF ou encore l'extension de la couverture de la sécurité sociale. C'est incroyable de revoir ces photos. On va en parler avec vous, Daniel Chassaing. Petit saut dans le temps. 1987, le retour de Jacques Chirac à Matignon. Voilà, retour à Matignon et retour sur le banc des ministres avec, pour l'occasion, un nœud papillon pour Jacques Chirac. Il est à sa gauche, c'est André Rossino qui est ministre des Relations avec le Parlement. La relation avec le Sénat, elle est bonne. Un ancien collaborateur d'un sénateur de droite nous expliquait que Jacques Chirac était certes un politique dur, je cite, avec des allures parfois de voyou, mais il a toujours été très respectueux des institutions et en harmonie avec le Sénat. Le Sénat au centre, puis de plus en plus à droite et donc de plus en plus favorable au fil des années à Jacques Chirac. Allez, on va peut-être passer aux photos en couleur, Quentin, avec une anecdote remarquable en 1995. Voilà, en 1995, c'est René Monory qui est président du Sénat. Il est issu de l'UDF, parti de centre-droit. Pendant la campagne, il n'appelle pas à voter pour Édouard Balladur, contrairement au reste de l'UDF. Balladur perd le duel avec Chirac au premier tour de l'élection présidentielle de 1995 et c'est René Monory, à la présidence du Sénat, qui va tenter de réconcilier les deux adversaires, Balladur et Chirac, dans l'entre-deux tours. Ces photos, elles datent de juillet, mais donc on comprend qu'il y a une relation particulière entre Chirac et René Monory. Un observateur de la rencontre entre Balladur et Chirac de l'entre-deux tours à la présidence du Sénat nous raconte la tension phénoménale de ce moment, mais ils parviendront à s'entendre sur les termes utilisés par Balladur pour rallier Chirac. Nouveau saut dans le temps, nous sommes en 2007. Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, mais la
passation de pouvoir n'a pas encore eu lieu. Les deux présidents se retrouvent alors à la cérémonie de commémoration de l'esclavage dans les jardins du Sénat. Voilà, et c'est là qu'on voit le passage d'une ère politique à une autre, l'ancien président et le nouveau, et puis ce jour-là, c'est le premier passage de témoins depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. Un énorme bain de foule est organisé dans les jardins du Sénat. C'est la deuxième édition de cette cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage auquel tenait beaucoup Jacques Chirac. Dernière série de photos, elle date de 2010, et là encore, c'est un moment très fort. Oui, et c'est mars 2010, Simone Veil qui reçoit son épée d'académicienne au Sénat en présence de Gérard Larcher et de Jacques Chirac. Car en juin 1974, lorsque Simone Veil découvre la violence du monde politique, lorsqu'elle doit porter le projet de loi sur l'IVG, eh bien c'est Jacques Chirac qui va venir à sa rescousse afin de convaincre la majorité gaulliste d'aider Simone Veil, alors que les députés, y compris gaullistes, pouvaient être très durs avec Simone Veil. Et donc va continuer comme ça entre eux une longue relation vraiment de proximité entre les deux. Et un grand merci au service des archives du Sénat qui vous ont aidé à faire cette chronique et qui nous délivrent leur trésor. Merci infiniment. Peut-être un petit mot, Daniel Chassaing, ça vous fait réagir de voir ce Jacques Chirac, les relations qu'il avait avec les sénateurs, avec le Sénat, avec l'institution? Oui, mais si vous voulez, le Sénat, c'est le Parlement des collectivités. Oui. Et qu'il y ait une proximité entre Jacques Chirac et René Monory, parce que René Monory, c'était quelqu'un qui a fait beaucoup pour la Vienne, et c'était donc quelqu'un très implanté sur le terrain, comme Jacques Chirac, puisque Jacques Chirac, c'est un homme de terrain. Il réunissait les élus et il participait bien sûr à leurs projets, mais aussi il leur demandait quels étaient les problèmes. Donc il était en contact avec les élus. Donc il y ait des bons rapports entre Jacques Chirac, président de la République, et le Sénat, parce que le Sénat l'informait sur les problèmes qu'avaient les élus et ils faisaient remonter les informations. Donc ça, je pense, c'était très important. Allez, Marie, vous êtes notre spécialiste Europe et vous vous êtes donc intéressée à Chirac l'Européen. Était-il d'ailleurs un Européen convaincu? On va voir ça avec vous. Dites-nous d'abord comment tout a commencé entre Jacques Chirac et l'Europe. Alors, il faut remonter il y a 40 ans. Nous sommes en décembre 1978 exactement. Nous sommes à 6 mois de la première élection du Parlement européen au suffrage universel. Jacques Chirac est hospitalisé à l'hôpital Cochin suite à un accident de voiture. C'est ça, il est alors président du RPR, le Rassemblement pour la République, et deux de ses plus proches conseillers, Pierre Juillet et Marie-France Garot, lui soufflent ce communiqué anti-Europe, et il faut bien le dire d'une violence inouïe. Jugez par vous-même, je vous lis quelques extraits choisis. Tout nous conduit à penser que derrière le masque des mots et le jargon des technocrates, on prépare l'inféodation de la France, on consent à l'idée de son abaissement. Je poursuis. Comme toujours, quand il s'agit de l'abaissement de la France, le parti de l'étranger est à l'œuvre avec sa voix paisible et rassurante. Français, ne l'écoutez pas, c'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. Il dénonce le parti de l'étranger. Cela restera dans les mémoires, même si il va peu à peu infléchir sa position. Alors, on va y venir justement. Comment s'est opérée cette bascule, cette naissance d'une fibre européenne chez Jacques Chirac? Alors, ce basculement, il s'opère petit à petit au travers de la conquête du pouvoir. Jacques Chirac se rend compte que pour accéder à la fonction suprême, il vaut mieux avoir un discours pro-européen. Après 2 échecs lors des élections présidentielles en 1981 et 1988, il est de retour dans l'opposition et il va décider de soutenir le oui au référendum sur le traité de Maastricht en 1992, et ce contre une partie de son propre camp, puisqu'au sein du RPR, Philippe Séguin et d'autres bataillent pour le non. Donc ça, c'est clairement un moment important dans la construction européenne de l'homme politique. On va faire maintenant un bond dans l'histoire pour se retrouver en 2004. Je voulais qu'on réécoute les mots de Jacques Chirac et qu'on revoie des images fortes. Il est alors président de la République et il forme avec le chancelier Gerhard Schröder un couple franco-allemand solide. Et au mémorial de Caen, le 6 juin 2004, Jacques Chirac et Gerhard Schröder se tiennent côte à côte pour le 60e anniversaire du débarquement allié en Normandie, une première. Les Françaises et les Français vous reçoivent plus que jamais en amis, ils vous reçoivent en frères. Réconciliation historique de nos deux nations. 60 ans après, le chancelier allemand reconnaît la responsabilité de l'Allemagne dans ce conflit. Pour lui, le 6 juin doit être le symbole de la libération et non plus de l'invasion. Des images fortes et une étreinte
devenu historique. Et un autre moment est entré dans l'histoire, c'est le traité constitutionnel. Oui, c'est même une tâche indélébile. C'est Jacques Chirac, dès 1999, qui suggère à ses partenaires européens l'idée d'une constitution de l'Union européenne. Elle est signée par les chefs d'État en octobre 2004 à Rome. Pour rappel, ce traité avait pour objectif d'offrir un système institutionnel pour que l'Europe à 25 puisse fonctionner, ainsi que de rassembler les différents textes dans un traité unique, la Constitution. À Rome, en 2004, le président Chirac en vante les mérites. C'est un texte de progrès économique et social. C'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle de l'Europe que le progrès social est déclaré comme indissociable du progrès économique. C'est après que tout se gâte, Jacques Chirac se lance personnellement dans la campagne pour le oui. Le référendum français établissant une constitution pour l'Europe se tient le 29 mai 2005. On connaît l'issue. Une majorité de Français dit non à la constitution. Un échec retentissant aux conséquences durables pour la politique européenne de la France et la construction européenne. En 2007, 2 ans plus tard, Nicolas Sarkozy fait ratifier le traité de Lisbonne qui est peu ou prou identique par voie parlementaire. Et clairement, c'est le début de la montée du rejet de l'Europe. Vous êtes d'accord, Daniel Chassaing? Ça a été une erreur grave, ça, de Jacques Chirac? Oui, en fait, moi, j'ai jamais rencontré Jacques Chirac qui était anti-européen. Alors, vous avez dit tout à l'heure que il avait changé d'opinion parce que pour être président de la République, il fallait être pour l'Europe. Mais dans les contacts que j'avais en Corrèze à ce moment-là, il nous disait qu'il fallait qu'il y ait une Europe forte pour pouvoir parler d'égal à égal avec les États-Unis, avec des pays comme la Chine qui étaient en train de monter. Et ça, il le disait dès le début, parce que quand on lit les mots de l'appel de Cochin, quand même, c'est fort. Alors, l'appel de Cochin, c'est vrai que, ça a été... si vous voulez, l'appel de Cochin, c'est exagéré, c'est sûr. Je pense que, est-ce qu'il pensait vraiment ça? Est-ce qu'il a été un petit peu trop loin? Mais c'est vrai que l'Europe, telle qu'elle fonctionne, il faut l'améliorer. C'est-à-dire qu'il fait une Europe plus forte, mais mieux organisée, si vous voulez. Il faudrait que cette Europe... je rappelle que lui, il a essayé de lancer une armée européenne avec Tony Blair, avec l'Allemagne. Ça n'a pas avancé, mais c'est dans ce sens qu'il faut aller. Et donc, après, Jacques Chirac était pro-européen, avec effectivement, comme ça a été fait avec le chancelier Schröder, qui est basé sur une amitié franco-allemande solide. C'est la paix en Europe, c'est le développement de l'Europe et effectivement une parole forte pour des pays étrangers, ou les États-Unis, pour pouvoir avoir contrebalancé ces grands pays. Et aussi, bien sûr, ce qu'il a dit dans la Constitution, l'Europe sociale, c'est très important. Elle est à faire, elle n'est pas faite. Et en quelques mots, pardon, cet échec du référendum, l'échec du référendum... à l'origine d'un rejet européen ou pas, selon vous? L'échec du référendum, c'est vrai que ça a été quelque chose de mauvais pour l'Europe. C'est maintenant, je pense qu'il faut repartir sur des bases pour avoir davantage d'Europe, mais bien sûr arriver à faire une Europe sociale avec des contraintes sociales les mêmes. On en est loin, mais on peut avoir un objectif et après avoir une Europe avec une armée européenne qui peut contrôler les frontières avec des frontières sûres et puis bien sûr un contrôle beaucoup plus efficace que ce qui est le cas actuellement. Et on enchaîne avec la chronique de Marie-Pierre Bourgeois, qui est notre chroniqueuse livres politiques, des livres sur Jacques Chirac. Il y en a énormément, Marie-Pierre. Du coup, vous avez passé votre week-end à lire, c'est ça? Un petit peu. Alors Jacques Chirac, c'est bien sûr la tête de veau, c'est le nom à la guerre en Irak, c'est les très grosses lunettes vintage. Bon, ça, vous le savez déjà, c'est ce qu'on a beaucoup vu ces derniers jours. Quelque chose que vous savez peut-être moins, c'est que Jacques Chirac, c'est le président avec Charles de Gaulle qui ait le plus de livres à son sujet de son vivant, sachant qu'il y en a encore une dizaine qui vont sortir dans les jours qui arrivent. Alors vous allez me dire peut-être, Daniel Chassaing, comment démêler le livre d'anecdotes de celui qui dévoile vraiment qui était ce président. Alors suivez le guide dans ce labyrinthe de milliers de pages. C'est vous le guide. C'est moi le guide, exactement. Exactement. Alors premier arrêt par les propres mémoires de Jacques Chirac. Le premier tome, qui s'appelle Chaque pas doit être un but, va participer à entretenir la légende de Jacques Chirac, homme de gauche.
Alors, jugez plutôt. Pendant ma jeunesse, j'ai vendu l'humanité. Je criais « Lisez l'UMA, achetez l'UMA !» Mais je n'ai jamais été membre du Parti communiste. C'est grotesque. Et l'anecdote n'est peut-être pas racontée pour rien. Alors, peut-être pas. Parce que cette anecdote, elle offre l'occasion à Jacques Chirac de se montrer probablement plus à gauche qu'il ne l'était en réalité. Il y a un ouvrage, d'ailleurs, qui nuance un peu cette image. C'est celui de Franz-Olivier Gisbert dans Chirac, une vie. Alors, il raconte par exemple les années Matignon du Corrézien en 1986. Chirac, il est alors Premier ministre et il va durcir les conditions d'obtention des cartes de séjour, à l'époque aidé par Charles Pasqua, qui est son ministre de l'Intérieur, donc c'est pas franchement un marqueur de gauche. C'est que le bulldozer, vous le disiez Quentin Calmet tout à l'heure, le bulldozer, comme on le surnomme à l'époque, il fonce même très vite. Alors il fonce, mais il s'est aussi freiné, parce qu'il y a eu la mort entre-temps de Malik Oussekine. Ça va rester un énorme traumatisme pour Jacques Chirac. Il va d'ailleurs le garder en tête plus tard, jusqu'à ce recul sur le CPE, le contrat première embauche. Donc finalement, c'est peut-être pas tant un bulldozer que ça. Alors un bulldozer, c'est pas à moi de le dire, mais ce qui est certain, c'est que c'est bien quelqu'un qui arrive en politique un peu par hasard. Je me suis souvent dit que j'aurais pu faire quelque chose de bien différent et de meilleur, de plus réussi peut-être, mais enfin c'est fait, on ne va pas s'en mordre les oreilles. Lit-on par exemple dans Ici c'est Chirac de Jean-Luc Barré. Les oreilles ou les orteils? Les orteils. Les orteils. On va pas s'en les oreilles. Les orteils, c'est pas bien agréable non plus entre nous. On mord ses oreilles. Mais en fait, ce qui est intéressant, alors les orteils ou les oreilles, voilà. Mais en fait, Chirac, il s'imaginait archéologue. C'était vraiment ça son rêve. Lui, il se voyait chercher dans des fouilles les statues de l'ère Meiji. Donc un petit air Indiana Jones. Et ça aurait fait une belle photo, ça, non, Marie-Pierre? Ça, c'est pas impossible. D'autant plus que Julien Drey, Jean-Louis Debré, son ancien ministre et ex-président du Conseil constitutionnel, sort un recueil de photos intitulé Jacques Chirac, l'album souvenir. Alors celui qui a fait partie des intimes de Jacques Chirac jusqu'au dernier jour de sa vie ouvre sa mémoire pour raconter son ami de 50 ans. Alors attention Rebecca et Monsieur Chassaing, si vous achetez l'ouvrage, nostalgie garantie, mais peut-être plus que la mort de l'ancien président de la République, ce qu'on va vraiment regretter, c'est une époque où faire de la politique était synonyme de panache et où l'on croyait encore que la politique pouvait changer la vie. Daniel Chassaing, vous les lisez, vous, les livres sur Jacques Chirac? Je vais vous connaissez bien l'original, vous n'avez pas besoin de lire sur lui? Oui, absolument. Bon, alors, casquette de gauche ou de droite, je pense que Chirac était gaulliste, mais... On a l'impression qu'il y a eu un tournant quand même à un moment, en 1995, il y a la fracture sociale. Si vous voulez, être de gauche, ça veut dire être pour la solidarité. Mais pour être pour la solidarité, il faut l'être, mais... il faut pouvoir la payer, si vous voulez. Donc, il faut avoir une économie prospère. Alors, Jacques Chirac, c'est un sentimental, il est pour la solidarité. Et je pense qu'à l'époque, quand il était étudiant, il souhaitait effectivement plus de solidarité. Mais après, il a vu qu'il y avait des contraintes au pouvoir, si vous voulez. Voilà. Mais il a apporté des choses quand même importantes au niveau des personnes handicapées. Il y a eu 3 lois personnes handicapées. 1975, l'allocation aux adultes handicapés. Après 2002 ou 2003, avoir au moins 6% de personnes handicapées. Et après une autre loi. Donc ces lois prouvent qu'il était pour essayer de trouver des solutions pour les personnes vulnérables, ce qu'il a fait. Mais il n'a pas tout fait. Vous nous dites que c'est un homme de cœur, mais on peut aussi Absolument. être libéral de droite et être aussi une personne de cœur. Oui, bien sûr, absolument. Mais c'est sûr, mais aussi pour apporter plus de solidarité, il faut, à ce moment-là, quand on est un homme, si vous voulez, responsable, il faut aussi qu'on ne puisse pas faire tout le temps des déficits, et il faut aussi que l'économie soit prospère pour financer cette solidarité. Daniel Chassaing, comment vous expliquez qu'il y ait eu autant de livres sur Jacques Chirac, qu'il ait inspiré autant d'auteurs, alors que c'était quelqu'un qui finalement, d'ailleurs c'est peut-être lié, parlait assez peu de lui, restait assez pudique, et notamment sur ses soucis familiaux? Oui, tout à fait. Bon, ça, effectivement. C'est Jacques Chirac a quand même un parcours politique énorme, parce que il a été, comme ça a été dit, ministre très jeune, après Premier ministre, après il a été maire de Paris, le premier maire de Paris pendant 18 ans. Et quand on est maire de Paris, si vous voulez...
on reçoit tous les chefs d'État qui arrivent à Paris. Donc c'est un poste, bien sûr, très important. Et après 12 ans président de la République, donc je pense qu'il a inspiré. Puis il a eu des actions quand même fortes. Vous avez parlé tout à l'heure de l'abolition de l'esclavage, mais aussi la reconnaissance de l'État français donc dans la déportation des Juifs. C'était quand même quelque chose de très fort et qui était, bien sûr, je pense, très important au niveau national. Et on a évidemment remontré tous ces moments historiques sur l'antenne de Public Sénat jeudi lorsqu'on a appris sa mort. Merci infiniment Daniel Chassaing d'avoir été notre invité. Merci à tous les trois d'avoir fait ces chroniques spéciales Jacques Chirac. C'est une émission spéciale qui continue avec Sénat en clair. Et dans Sénat en clair, on s'intéresse aujourd'hui au bilan économique et social de Jacques Chirac, justement parce que sa politique en la matière était assez atypique. Il y mettait finalement assez peu d'idéologie et se montrait plutôt pragmatique, à tel point qu'il a parfois été qualifié de girouette, à tort ou à raison. On va en débattre avec nos invités. D'abord, le point complet avec Fabien Recker. En matière économique, il y a plusieurs Jacques Chirac. Partisan d'une politique de relance quand il est Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, converti au libéralisme dans les années 80, en chef d'orchestre d'une vague de privatisation sans précédent lors de son deuxième passage à Matignon. Ça a été caméléon, c'est-à-dire qu'à certains moments, il était en faveur de relance keynésienne, à d'autres moments, il a été en faveur de choc libéral dans l'économie française. Et dans la dernière période, la France a eu une trajectoire intermédiaire. Elle n'a pas pratiqué les politiques trop expansionnistes des pays du Sud et elle n'a pas non plus pratiqué les politiques de recherche de compétitivité de l'Allemagne. La France a été au milieu du chemin en Europe. Un bilan marqué par la cohabitation. Après avoir dissous l'Assemblée nationale en 1997, Jacques Chirac regarde la gauche mettre en place les 35 heures, décriées par la droite. De ces 12 années de présidence, on retiendra évidemment le passage à la monnaie unique, mais aussi 2 conflits sociaux majeurs, notamment contre la réforme des retraites en 1995. Le président de la République, quel qu'il soit, est toujours en réalité, on va dire, l'otage de ce qu'est la société française, avec toutes ses qualités, ses quelques défauts, mais qui refuse qu'on lui impose des choses de manière trop brutale. Ce fut le cas lorsqu'il a lancé la réforme des retraites avec Juppé, ce fut le cas avec Villepin sur l'histoire du CPE. Par 2 fois, Jacques Chirac reculera devant la rue. Le président de la lutte contre la fracture sociale, qu'il n'aura pas réussi à vaincre, laisse derrière lui un bilan économique contrasté. Avec nous pour Sénat en clair, Rachid Temal, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste du Val d'Oise. Mickaël Darmon est également avec nous, bienvenue. Éditorialiste politique européen, auteur de La politique est un métier dans les coulisses de la machine élyséenne, édition de l'Observatoire. Christine Claire, bienvenue, journaliste politique. Vous avez couvert pendant des années l'Élysée avec Jacques Chirac et vous êtes l'auteur de Le journal intime de Jacques Chirac chez Albin Michel. Bernard Domergue, bienvenue à vous également. Vous êtes rédacteur en chef d'Actuel CE, un site d'information sur l'actualité du monde du travail. Merci infiniment à tous les 4 d'être ici. Depuis 3 jours, on entend que Jacques Chirac avait 3 grandes causes et qu'il a défendu avec vigueur la sécurité routière, le handicap et le cancer. On n'a pas entendu grand-chose sur d'éventuelles grandes réformes économiques et sociales. Est-ce que ça veut dire, Mickaël Darmon, que son bilan est maigre en la matière ? Non, il est existant, il a été souvent occulté par autres événements. Je dirais que d'abord, il a plus été un marqueur qu'un réformateur. C'est-à-dire qu'il a les grands sujets de société qu'il a imprimés, les grands élans, notamment le plan cancer. Pour la première fois au monde, on voyait un pays déclencher un plan d'envergure pour lutter contre cette maladie. Évidemment, la cause environnementale, mais d'autres prises de position, comme la guerre en Irak, ont contribué à façonner je dirais, l'action de Jacques Chirac. Avant cela, il a eu aussi, il a fait des réformes qui ont été pas forcément mises en avant ou dont on se souvient, mais l'assurance maladie, ça a été quelque chose qui a été quand même une réforme importante. Les retraites, la première fois où on commence à aligner régime privé, régime public, c'est avec Jacques Chirac, bien sûr, la lutte contre le tabac, la suppression aussi du service militaire. Sur le plan économique, il n'a pas été un grand réformateur parce que de toute façon, il n'aimait pas trop l'économie. Bernard Domergue, vous êtes d'accord ? Son bilan est maigre ? En partie, moi je dirais qu'on dit souvent que Jacques Chirac a amené l'autoroute en Corrèze. Sur le plan social, qu'est-ce qu'il a amené ? Je pense qu'on pourrait répondre qu'il a amené tout et son contraire parce qu'il a agi en tant que responsable politique à des périodes très différentes.
Par exemple, en 67, il est secrétaire d'État à l'emploi. Et c'est lui qui crée la NPE. Et on y viendra, on l'entendra même. Oui, absolument. C'est lui sur les images d'archives qu'on voit sillonner la France pour installer les différentes antennes. Et d'ailleurs, à cette époque-là, contrairement à l'image qu'on a des 30 Glorieuses, il y a déjà des crises sociales liées au pouvoir d'achat, à l'emploi, avec un chômage grandissant. Et lorsqu'il se retrouve Premier ministre en 1974, il va utiliser l'instrument de l'État pour décider finalement d'imposer aux entreprises, de demander une autorisation administrative pour licencier les salariés sur le plan économique. Donc là, on voit que ce n'est pas du tout l'image du Chirac de 86, qui, lorsqu'il revient au pouvoir sous la cohabitation de Mitterrand, va au contraire supprimer cette autorisation administrative de licenciement et libéraliser l'économie avec les privatisations, notamment celle de TF1 ou de Paribas. Alors, puisque vous en avez parlé, on va l'entendre, puisqu'effectivement, dans ce bilan économique et social, et je suis sûre que beaucoup de téléspectateurs le redécouvrent en ce moment, on ne peut évidemment pas ignorer ce fait majeur, la création de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, ancêtre de Pôle emploi. On est alors en 1967. Il est effectivement secrétaire d'État aux affaires sociales, chargé des problèmes de l'emploi. Et écoutez bien, la France ne compte alors que 2% de chômeurs. Alors, pourquoi crée-t-il cette agence? On va y venir. On écoute d'abord cette archive. C'est l'un des rôles, l'un des buts de l'Agence nationale pour l'emploi que de faire un effort particulier par les conseils, par l'orientation, par la formation professionnelle sur le placement et par l'ajustement des offres et des demandes d'emploi, naturellement, pour le placement des jeunes. Rachid Temal, c'est vrai que c'est à mettre à son actif, ça, quand même, l'Agence pour l'emploi. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est un moment un peu particulier parce que d'un côté, on a un moment de recueillement. J'étais moi-même ce matin à l'hommage, etc. Rendu en l'église Saint-Sulpice. Tout à fait. Donc, à la fois, il y a un moment de recueillement et c'est normal. Il a été président de la République, il a contribué à façonner notre pays sur les 40 dernières années. Donc, c'est normal. Mais là, vous nous invitez à parler d'un sujet qui est beaucoup moins consensuel. Donc, je voudrais bien d'abord dire, voilà... Allez-y, alors. Donc, le bilan économique et social de Jacques Chirac. Oui, mais c'est un homme paradoxal. C'est le paradoxe Chirac. Parce que, d'un côté, il a eu beaucoup d'orientations différentes. Je rappelle, à la fois, vous l'avez rappelé, 67, mais plus tard, il a été travailliste à la française, thatchériste, tout ça. Il a à peu près fait beaucoup son contraire. Et l'autre côté, le paradoxe, si je peux me permettre, c'est qu'il a finalement assez peu dirigé. Parce que quand on regarde bien, il a été que 2 années Premier ministre sous Giscard, que 2 années sous Mitterrand. Et puis après, je rappelle qu'il a quand même fait son premier quinquennat, il a fait, à l'époque, septennat. Il a fait 2 ans. Avant l'un, et puis après, il a fait le dernier, en sachant dans le dernier, c'était plus difficile, j'allais dire, bon, pour être poli. Donc, il a assez peu dirigé, finalement. Après, moi, je n'oublie pas ce qu'il a été. À la fois, il a été, en 2002, utile parce qu'il a combattu le Front National. Michael Darmon a rappelé plein de choses. Mais je n'oublie pas non plus ce qu'il a été en 86. Les grandes libéralisations de l'économie, Malek Oussekine. Il a aussi des propos parfois comme le bruit l'odeur. Donc, je pourrais faire tout et son contraire. Et c'est un peu parfois le souci avec Jacques Chirac. On l'adore parce que... un personnage affectueux, haut en couleur. Mais sur la question économique, voilà, je rappelle que pourquoi il dissout l'Assemblée nationale en 97, c'est parce qu'il y a des notes qui indiquent que la France n'arrive pas à se qualifier pour l'euro. Donc, quelque part, son bilan... là, je rappelle que Michael Darmon l'a rappelé, mais je rappelle qu'en décembre 2095, il est élu en mai sur la fracture sociale. Discours fameux, je crois, le 16 octobre, une conférence de presse. Changement radical, pour ne pas dire total, de position, qui amène à une crise majeure dans notre pays. Ouais, donc Jacques Chirac, sur l'économie, on va dire qu'il y a un peu de tout et son contraire, et je ne crois pas que ce soit la meilleure partie de son action. Et c'est pourtant celle qu'on aborde aujourd'hui, Christine Pierre. Je ne vais pas tout lui imputer. On parle de Jacques Chirac qui a 2% de chômage. Il est simple secrétaire d'État. Il vient d'entrer dans un gouvernement de Georges Pompidou, Premier ministre, sous De Gaulle. 2% de chômage, c'est vrai. Mais après, il y a eu beaucoup de... Il y a eu Pompidou, puis il y a eu Giscard, il y a eu la crise pétrolière. Ensuite il devient Premier ministre. Et ensuite, bon, alors qu'est-ce qui est de sa responsabilité? Évidemment qu'un simple secrétaire d'État sous le règne de Gaulle, Pompidou étant Premier ministre, il n'y est absolument pour rien. On est encore dans une période de croissance formidable et 2% de chômage. Mais pour le coup, c'était plutôt une bonne chose. Hein. C'est positif, la création de l'ANPE. Oui, mais on ne peut pas dire que c'est grâce à lui
lui, ni de sa faute, ni grâce à lui. Ça commence à être vraiment sous ses ordres quand il est Premier ministre, brièvement, de Giscard. Pour vous, c'est à partir de là qu'il faut savoir c'est quel à bilan partir il a. de là. Et puis ensuite, il est Premier ministre de Mitterrand. Alors, est-ce que ça dépend de lui ou est-ce que ça dépend de Mitterrand? Je crois que c'est vraiment lorsqu'il est président de la République qu'on peut dire... Bon, malheureusement, le chômage avait augmenté puis diminué. Il l'a pris à 9,5%. Il l'a rendu, si je peux dire, à 7,8% au bout de 12 ans de règne. C'est un bon résultat, mais en regard de ça, les déficits avaient considérablement augmenté. Ils avaient explosé. On se retrouve exactement devant les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on lâche plus, on réduit un peu le chômage, mais on augmente les déficits. Bon, il a connu ça, Chirac, et il l'a vraiment bien illustré et personnifié. Cet éternel problème, est-ce qu'on réduit les déficits, est-ce qu'on réduit la dépense? Et moi, il y en a quoi? On a du mécontentement. Oui, mais justement, il a peut-être un peu tergiversé. Michaël Darmon, on a du mal à le classer, Jacques Chirac. On voit bien, d'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord sur son bilan. Parce qu'il a une très longue vie politique, mais tous les résultats enregistrés pendant qu'il était un homme politique ne lui sont pas dus. Le mot de girouette a été prononcé plusieurs fois quand même. Mais parce qu'en fait, en réalité, il est d'une matrice politique qui n'est pas celle de la droite. Attendez, c'est Michaël Darmon. En fait, parce que tous ces allers-retours, ces hésitations que l'on peut prendre aussi pour telles, c'est parce qu'au fond, il raconte aussi qu'il n'est pas de la droite française classique, avec des options libérales. Le moment où il est effectivement très libéral, il est en fait sous la coupe d'Édouard Balladur. Plutôt en 1986. C'est pas lui vraiment qui décide de tout cela. Et avec le résultat après qu'on a pu voir. Il est de cette matrice politique du radical-socialisme où en fait, il y a, comme on disait toujours en boutade, il n'y a pas de problème qui soit sans solution, sans manque de solution surtout. Donc en fait, il est vraiment dans on fait attention, et il a été secrétaire général de Pompidou pendant 68. Il a vu la fragilité. Il a cette obsession de cette société qui ne doit pas éclater. Malheureusement, ça lui arrivera en 86 avec effectivement De Vaquet et Maïk Oussekine. Il reste après avec sans arrêt cette peur de dire on ne fait pas de grandes réformes, la France ne se bouscule pas, on la réforme doucement. C'était d'ailleurs son opposition principale avec Nicolas Sarkozy ensuite, entre 2002 et 2007. Le souci de l'union. Il disait il fallait aller doucement, la rupture, on ne peut pas bousculer, on ne peut pas réformer. Sauf le CPE, mais le CPE, il était déjà dans une logique totalement contraint par Dominique de Villepin. C'est un élément intéressant, c'est vrai qu'on voit dans sa carrière, dès le plus jeune âge, notamment avec l'appel de Cochin, puis après Balladur, etc., il a toujours eu quelque part une forme de mentor à ses côtés. D'abord quand il arrive en Corrèze, mais il a toujours eu des mentors à ses côtés qui pèsent beaucoup. Mais si on se pose la question, jusqu'à la fin, c'est Villepin qui quand même fait le CPE. Il a toujours eu des gens qui étaient un peu de ces... Et ça, c'est une vraie question. Et au fond, peut-être que la réponse, c'est ce qu'on peut résider. On ne sait pas, les historiens feront ce travail, mais aujourd'hui, ce que l'on peut peut-être dessiner, c'est qu'au fond, il a tellement été contrarié dans son vrai destin. Il ne voulait pas, au fond, faire ce qu'il a fait. Il est un rebelle contrarié. Il voulait être marin au long cours. On l'oblige à faire cela. Et donc, il avait d'autres approches, on le sait, on le voit, elles ne sont pas feintes. Et peut-être, à travers toutes ces hésitations, à un moment donné, il lâchait prise parce qu'au fond, ce n'était pas son sujet. Alors, on a beaucoup entendu effectivement que Jacques Chirac était quelque peu girouette sur ces questions économiques et sociales. Vous l'avez compris, passant du libéralisme au radical-socialisme. Hier, le journal du dimanche y a même consacré tout un article avec ce titre très explicite, « La versatilité d'un grand pragmatique ». L'économiste Elie Cohen y explique sa capacité à surfer sur toutes les contradictions de la politique économique à la française. Traduction de la journaliste Bruna Basini, il prônera le keynésianisme après la crise de 74, deviendra thatchérien à partir de 86, puis agira en adversaire de la fracture sociale après sa victoire à la présidentielle en 95. Alors, Jacques Chirac était-il, oui ou non, versatile en matière économique et sociale? On va poser la question à Marie-Noëlle Lienemann, la sénatrice qui est au micro de Tam Tranui en salle des conférences au Sénat. Oui, Marie-Noëlle Lienemann, vous qui avez été ministre lors de la cohabitation, qui avez côtoyé Jacques Chirac, alors est-ce que Jacques Chirac a été versatile en matière politique et sociale? On a connu ses années libérales, on a connu son slogan de la fracture sociale, mais aussi les grèves de 95. Qui était Jacques Chirac sur ce niveau-là? D'abord, je veux rappeler, pour dire quand même, comme tous les Français, que c'était un homme tout à fait charmant, abordable, humain, que n'était pas de ces technocrates froids qui méprisent le peuple et les gens. Ça, c'est déjà un acquis important comparé à toute une série de leaders politiques actuels ou récemment passés.
Néanmoins, quand on fait le bilan de sa politique, il était quand même globalement un accompagnateur de la mondialisation libérale. Et moi, je lui en veux pas mal sur la question européenne, parce que il est... Vous qui avez été député européen. Parce que je vous rappelle que le fameux traité de Maastricht supposait qu'avant le passage à l'euro, maintenant ça commence à faire, mais Jacques Chirac, c'était quand même hier, il fallait rediscuter du cadre macroéconomique qui allait se développer pour l'euro, après l'euro. Et là, François Mitterrand et la France avaient toujours plaidé pour qu'on ait un gouvernement économique et qu'on n'aille pas graver dans le marbre l'austérité qui étaient les critères de Maastricht, qui étaient des critères pour converger. Or, il a accepté ce pacte de stabilité qui va brider pendant des années, que Lionel Jospin a eu tort de valider, mais qui pendant des années va brider l'économie française et nous être défavorable. Donc la fracture sociale, ce n'était qu'un slogan pour vous. Et la fracture sociale, au contraire, elle va s'accroître, puisqu'on va voir quand même que je donne souvent cet élément de comparaison. En 1995, quand Jacques Chirac devient président de la République, la France est au 2e, 3e ou 4e rang, selon les critères, de l'indice de développement humain dans le monde. C'est-à-dire qu'on y est bien. Voilà. Et là, on est à la 20e place quand il part. C'est-à-dire que tous ces rouleaux compresseurs libéraux qui a fracturé et qui a très fortement affaibli la France, il l'a non seulement accompagné, mais validé. Et même quand il y avait des alertes, eh bien, il n'a pas cherché à écouter ce que disait le peuple. Alors pourquoi on dit que c'était un pragmatique, mais un pragmatique qui accompagnait la tendance de la mondialisation, qui ne cherchait pas à lutter contre les inégalités, c'est ça que vous voulez dire ? Comme je vous dis, oui, le pragmatisme, c'est on ne peut pas faire autrement. En plus, son camp, les élites du pays avaient pour une large part basculé vers le libéralisme et avaient déjà rompu avec le gaullisme. Et à supposer que lui ait voulu plutôt limiter la casse, il n'a pas eu la détermination politique pour empêcher... On parle, par exemple, c'est très marrant, alors c'était un président de la 5e, c'est-à-dire il présidait et il laissait passer ses ministres en premier rideau. On parle de la réforme des retraites Fillon, dont chacun s'accorde à dire qu'aujourd'hui, elle a affaibli les retraites pour les plus pauvres. Oui. Mais c'était des retraites Chirac. Il était président de la République. Donc toute une série de reculs sociaux, il les a fait porter par ces gouvernements. La Sécu et la santé vont mal depuis la grande réforme Juppé. Alors, je ne dis pas que la gauche a fait ce qu'il fallait. Hein. Je dis quand même que sous les deux quinquennats de Chirac, quinquennat ou septennat, des 12 ans de Chirac, la situation ne s'est pas améliorée et la France n'a pas trouvé un modèle original qui ne soit pas bêtement de suivre la mondialisation libérale. Eh bien, merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann. Un homme sympathique, mais ça ne vous empêche pas d'être critique sur son bilan économique et social. Il aurait apprécié qu'on soit critique. Pour le coup, il était très respectueux des différences d'appréciation. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann. Merci Marie-Noëlle Lienemann, et ça fait réagir en plateau. Bernard Domergue. Oui, moi j'avais deux remarques. Sur le plan de la politique sociale et économique, c'est lui qui inaugure en quelque sorte, avec le gouvernement 86, avec Philippe Séguin, la politique d'exonération des charges sociales qui va être poursuivie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à culminer avec les CICE de François Hollande, transformé aujourd'hui en allègement de charges sociales. Mais c'est lui aussi. C'est pas la même chose donc. Oui. CICE n'est pas l'allègement de charges. C'est pas la même chose. Et Macron l'a transformé en allègement de charges pérennes. Donc pas François Hollande. Et donc cette politique-là, on voit bien qu'elle est au cœur des politiques de l'emploi de la France depuis les années 80. D'autre part, sur les relations sociales, c'est-à-dire les relations institutionnelles qu'il entretient avec le monde syndical et patronal, il y a une part de mystère parce que autant en 68, c'est lui que Pompidou, en tant qu'homme de confiance, c'est à lui que Pompidou demande de relier le contact avec la CGT. Donc il raconte être allé voir Krasuki avec un pistolet, ce que Krasuki a démenti en disant mais Chirac faisait des bons chaque fois qu'on lui parlait de revendications précises comme la présence syndicale dans l'entreprise ou l'augmentation du SMIC. Mais ce qui est curieux, c'est que ayant cette culture syndicale, sociale, il met en place le CPE, qui est un contrat d'embauche, c'est une idée de Villepin, et de Bruno Le Maire, comme il l'a raconté au JDD ce dimanche, un contrat d'embauche pour les jeunes de moins de 6 ans, avec la possibilité pour l'employeur de licencier le jeune sans motif pendant 2 ans. Et du coup, il pouvait s'attendre à un tollé de la part des étudiants ou des lycéens. Donc c'est curieux qu'il fasse cette faute politique. Même s'il est président, il peut considérer que c'est à son gouvernement de travailler. Christine Claire.
Oui, moi j'ai été stupéfaite d'entendre Marie-Noëlle Lienemann parce qu'elle entend, on a l'impression qu'il y avait une politique très sociale pendant les 14 années de Mitterrand et puis ensuite arrive un ultra-libéral. Enfin bon. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Oui, enfin, bon, moi je me souviens où j'ai appris que du temps de Mitterrand, il avait promis de réduire le nombre de chômeurs de 1 million et puis finalement ce nombre de chômeurs a augmenté d'1 million. Il y avait de tels déficits que Jacques Delors a dû faire un plan de rigueur et Mitterrand a dû venir l'annoncer à la télévision. Bon, ensuite, Chirac, à son tour, a fait des promesses, mais non. Moi, je me rappelle avoir suivi sa campagne au tout début, l'annonce de sa candidature dans un hôpital à Lille, où il disait que non, il ne fallait pas s'occuper des déficits de la sécurité sociale, que c'était normal de dépenser beaucoup. Bon. Et puis, finalement, 1 an après, plan de rigueur. Donc, je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre ni aux uns ni aux autres, c'est simplement que la marge de manœuvre se réduit, mais dire que l'un a fait tout social, que l'autre aurait fait tout libéral, ils sont tous en train de naviguer, c'est pas facile, la marge de manœuvre se réduit, la France est face à la mondialisation, on a vu un Chirac au début, 2% de chômage, il est tout jeune secrétaire d'État du temps de De Gaulle et Pompidou, ce sont les années de croissance, la France est encore une grande puissance, alors qu'aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais la part de notre industrie qui est passée aux mains de l'étranger, par exemple, est extrêmement importante. Et ça, c'est un mouvement, j'allais dire, presque inexorable. Je ne sais pas qui pourra lutter contre ça, mais que ce soit Chirac ou Mitterrand, ils ont été confrontés à ça. Et on ne peut pas dire l'un est social et l'autre est ultra-libéral. Ils essayent de naviguer entre les écueils et on donne plus pour le social et tout à coup, on a des déficits qui explosent et la dette qui explose. Donc, on devient dépendant de l'étranger. Donc, il faut essayer de rattraper. Alors, on fait un plan de rigueur et ainsi de suite. Je vais vous faire réagir. Il y a peut-être d'autres éléments d'explication. Effectivement, Jacques Chirac avait-il tout simplement un intérêt particulier pour les réformes économiques et sociales? Pourquoi je vous pose la question? Je vais vous laisser écouter Gérard Longuet ce matin sur notre antenne qui nous confie que l'ancien chef de l'État a surtout laissé faire en fait ses ministres et ses premiers ministres. Écoutez. C'est un homme très direct et assez facile. Très direct, moi il m'a dit très clairement, la poste et les télécoms c'est formidable, mais ça peut être la pagaille. Il avait le souvenir, il a même employé un mot plus direct, plus militaire. Allez-y, hein. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux, mais je veux pas le bordel. Oui. En fait, elle est peut-être là, l'explication aussi, non? Rachid Temal, vous voulez réagir? Moi, j'ai pas vu le bordel. Non, mais d'abord, je peux vous permettre. Alors, vous voyez la différence entre les deux, François Mitterrand d'une part et Jacques Chirac d'autre part. Non, oui, j'ai bien vu, mais je crois que si on prend l'ensemble des uns et des autres, oui, je vous assure que Mitterrand c'était plus social que Jacques Chirac. Après, pour le reste, là où je peux vous rejoindre, c'est effectivement la difficulté qu'ont eu les uns les autres. Et Jacques Chirac, c'est qu'il n'a pas su, à un moment donné, effectivement, peut-être prendre le taureau par les cornes. Là, vous l'avez vu, Gérard Longuet explique en gros, il se dirigeait un peu à la De Gaulle. C'est-à-dire que je suis sur l'essentiel, beaucoup sur les questions internationales, où là, ça mériterait une émission en soi. Et là, je peux dire que je serais plus en accord avec ce qu'il a dit que d'autres domaines. Et je crois que sur l'économie, il a laissé faire. Après, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que depuis, mais là on peut se dire, depuis 30 ou 40 ans, la France n'a pas réussi, et là, gauche-droite, et même aujourd'hui, à trouver un nouveau modèle économique-social à la dimension des enjeux. C'est vrai, quand on regarde l'industrie, alors c'est pas tant qu'elle soit passée sous capitaux étrangers, quoique, c'est d'abord qu'il y en ait une. C'est d'abord qu'il y en ait une, parce que, je veux dire, aujourd'hui, le nombre de l'industrie française a diminué. Et comme au niveau européen, nous n'avons pas réussi à trouver au niveau européen là aussi une approche qui protège l'industrie européenne, ça s'est doublement effondré. Donc là, je suis d'accord, c'est que je crois qu'il n'a pas su, lui, sur les questions économiques, anticiper, alors que paradoxalement, quand on l'écoute dans ses discours sur l'Occident, en tout cas le monde européen, face à l'émergence d'autres civilisations, dont la question asiatique, il avait compris, ce qui est ça le paradoxe aussi, c'est-à-dire qu'il avait compris l'émergence de l'Asie, de la Chine, et cette nouvelle superpuissance qu'on voit aujourd'hui quand même, et il l'avait compris il y a longtemps. Mais sur le plan, sa traduction sur les questions économiques sociales, malheureusement, il ne l'a pas mis en pratique. Ça, c'est quand même, encore une fois, un paradoxe Chirac, comme j'évoquais tout à l'heure. C'est le rapport au temps long. Le vrai temps de Chirac, c'est le temps long. C'est aussi ce qui peut expliquer son amour de ces civilisations qui ont eu un dialogue immémorial avec le temps, la Chine, le Japon, les Émirats, les Juifs orthodoxes. Enfin, il avait tous ceux qui ont un rapport au temps long. Jacques Chirac avait
bien sûr, après en déclinaison plus opérationnelle, mais la réalité, c'est qu'il était dans une logique, dans un dialogue avec le temps long, et c'est la seule chose, au fond, qui l'intéressait. Donc après, effectivement, la chronique des jours, c'était compliqué. Et ça met aussi un peu un bémol, en réalité, à ce qu'on a entendu de la part du président de la République, qui a fait, bien sûr, son travail comme il le fallait, en rendant hommage et avec beaucoup de sincérité, mais en même temps qu'il disait Jacques Chirac est celui qui nous ressemble et qui nous rassemble et qu'il a magnifié son rapport avec le peuple. Ouais, ça fait quand même... En fait, depuis que Emmanuel Macron est élu, il dit « je règle les problèmes qui n'ont pas été réglés depuis 30 ans ». Donc en fait, il met exactement le doigt sur le fait que des choses n'ont pas été réglées. Parce que... Ou réglées... Les règles-t-il d'ailleurs. Et les règles-t-il tout simplement. Ça, c'est encore un autre débat. Je n'ouvre pas cette question-là, mais je mets en perspective à la fois ces deux notions. Bien entendu, on vient de vivre des journées d'émotion et qu'il fallait marquer et qu'il fallait vivre parce que c'est aussi l'histoire du pays. Mais l'heure est aussi au bilan. En même temps, comme dirait l'autre, eh bien effectivement, la critique permanente, structurante de Macron sur l'état de la société renvoie aussi à ces années-là où les problèmes ont été ou subis ou pas réglés. Bernard Domecq, puis Christine. J'ai envie de revenir au CPE parce que le CPE déclenche une impasse politique pour Jacques Chirac et son gouvernement. Et en fait, cette impasse, il va en sortir avec la loi Larcher en 2007. C'est une loi qui oblige l'État, enfin l'exécutif qui a un projet de loi qui concerne le travail, l'emploi, les relations collectives et individuelles, à demander aux partenaires sociaux s'ils veulent eux-mêmes ouvrir des négociations sur le sujet avant même de pouvoir légiférer. Donc ça, on voit que là, il y a une prise en compte de la réalité sociale et on n'est pas loin du débat sur les gilets jaunes, sur comment on associe le corps social ou les intermédiaires à ce mouvement. D'ailleurs, ça explique aussi l'actualité. C'est-à-dire que le président Macron, son Premier ministre, lorsqu'ils annoncent la réforme de l'assurance chômage, ils sont obligés de demander aux partenaires sociaux de négocier. Alors évidemment, selon les syndicats, ils le font avec une telle lettre de cadrage et des objectifs d'économie que les syndicats... La marge de manœuvre est réduite. Voilà, les syndicats jugent que c'est infaisable. Donc après, l'État reprend la main, d'où la nouvelle convention qu'il va imposer. Mais c'est quand même la loi Larcher, sous la présidence de Chirac, qui a obligé à cette forme de concertation. Christine Claire. Oui, je voudrais revenir sur l'industrie. Je me demande s'il n'y avait pas une sorte de mode. On pensait que la vieille industrie, c'était peut-être fini et que ça allait être les emplois dans le secteur secondaire, le tourisme, l'accueil, le service. Et puis on s'est aperçu un peu tard que finalement, si on n'avait pas l'industrie, on n'avait pas le reste. Bien sûr, des entreprises étrangères achètent des industries et finalement, à un moment donné, elles les ferment en priorité, les usines françaises, plutôt que les usines dans leur pays. Mais ça, il ne l'a pas vu, mais Mitterrand non plus ne l'avait pas vu. Il y a des courants de pensée, il y a des modes qui font que tous tombent un peu dans les mêmes écueils et que c'est pas évident de revenir en arrière. Aujourd'hui, reconstruire une industrie française, enfin ça c'est un autre sujet, c'est pas nous qui allons le régler ici, mais c'est simplement pour dire qu'il n'en a peut-être pas pris conscience assez tôt, alors que Pompidou, qui était son maître à penser, mettait l'industrie en haut de son échelle. C'est vrai que la France et sa capacité industrielle, c'est vrai que c'est Pompidou, on le dit. Moi, je pense que Pompidou, c'est un personnage, un président assez peu remis au goût du jour, alors que c'est lui qui fait effectivement l'évolution de la France sur le plan économique, industriel, d'aménagement du territoire. On le doit beaucoup plus à Pompidou qu'à d'autres. Je vois que vous avez une obsession sur Mitterrand, alors je vais prolonger, mais parce qu'à chaque fois, très vite, moi je pense qu'au-delà de ce qu'on est en train de vivre avec la mort de Jacques Chirac, c'est vrai que c'est la fin aussi d'une sorte d'histoire. C'est-à-dire qu'on avait deux derniers grands présidents, enfin, de mon point de vue, François Mitterrand et Jacques Chirac, qui se sont combattus, qui parfois se sont alliés, notamment, je pense à 95. Et c'est vrai que c'est aussi, avec le décès et la disparition de Jacques Chirac, c'est aussi la fin d'une certaine histoire de président. Qui est aussi en train de partir, et je crois qu'après c'est autre chose comme président. Donc peut-être qu'il y aura aussi là-dessus à avoir au moins une autre émission. Je crois on est dans un tournant de notre histoire, en tout cas. La fin d'une époque, et on s'arrêtera sur ces mots. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Sénat en clair. On poursuit notre émission spéciale autour de Jacques Chirac, sa vie, son œuvre, son héritage. Dans un instant, on reviendra sur la journée d'hommage des dirigeants français et étrangers. Avant d'accueillir nos prochains invités, je vous propose d'écouter les réactions de Jean-Pierre Raffarin, d'Alain Juppé et de François Hollande. J'ai partagé cette émotion très profonde et très large. Toutes les générations, tous les milieux. Juste une petite anecdote, j'étais au Havre vendredi, au milieu d'un public de jeunes, et un étudiant de 17 ans vient vers moi et me dit « Ah,
Je suis malheureux. Hein. Je lui dis, mais vous ne l'avez pas connu, Jacques Chirac. Et pourtant, ce jeune avait une image de Jacques Chirac très précise, très humaine, très directe. Et c'est ça ce qu'il est arrivé à construire au fil des années. C'est peut-être pas tout à fait le cas au départ, quand il menait le combat politique dans toute son ardeur. Mais avec le temps, sa vraie personnalité est apparue, son humanité profonde qu'il mettait dans les relations personnelles, mais aussi dans son action publique, ne l'oublions pas. J'ai construit en effet avec lui à Matignon une relation de respect, de confiance et puis progressivement d'affection. Il donnait tant, il était généreux, il était attentif, il respectait les uns et les autres. Et donc la personne humaine était quelque chose qui comptait pour lui, plus que les idéologies. Et au fond, cette relation directe, c'est ce qu'il préférait. Il n'aimait pas la communication de masse, il n'aimait pas s'exposer de trop, il était sobre. Mais dans les relations personnelles, il était chaleureux. Chirac est en moi et il sera toujours en moi tant que je serai moi. C'était assez extraordinaire de voir que la ferveur populaire est à l'égard d'une personne qui n'a pas toujours été aimée pendant toute sa vie politique, loin de là, qui a cherché à être aimée. On n'y arrive pas toujours, et qui avait disparu des écrans, des micros, et qui était encore dans le cœur des Français. Donc je pense que ces cérémonies que l'on peut toujours trouver longues, excessives, non, elles permettent au peuple français de rendre hommage à l'un de ses anciens présidents, sûrement, mais d'un de ses amoureux transis qui retrouve enfin l'affection d'un peuple qu'il a aimé. Et bienvenue sur Public Sénat. Merci à vous de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Voici le programme de cette émission spéciale consacrée à Jacques Chirac. Dans le grand débat, nous reviendrons sur Jacques Chirac et les institutions. On en parle peu, mais sous ses mandats, 14 réformes constitutionnelles ont été votées. 14 sur 24 depuis 1958. C'est notamment lui qui a transformé le septennat en quinquennat par référendum en 2000. Quel bilan aujourd'hui? On ouvrira le débat avec nos invités. #ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Nous irons bien sûr en salle des conférences tout au long de l'émission. Nous recueillerons les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Tam Tranui. Et oui, on va parler de Jacques Chirac, ce qu'il fut et ce qu'il fit, avec la sénatrice LR, Laure Darcos, et puis le patron du groupe centriste ici au Sénat, Hervé Marseille. A tout à l'heure, Tam. Avant cela, retour sur l'hommage du jour. Plusieurs dizaines de chefs d'État ou d'anciens dirigeants étrangers, de responsables politiques de tous bords, des parlementaires, des membres du gouvernement. La France a rendu un dernier hommage à Jacques Chirac ce lundi 30 septembre 2019. On y revient avec nos invités après ce premier résumé de Jonathan Dupriez et Michael Spitzberg. Dans la cour des Invalides, devant 300 militaires de tous les corps et la garde républicaine, Emmanuel Macron passe en revue les troupes. Visage grave, le président observe une minute de silence devant le cercueil de Jacques Chirac, drapé de bleu, de blanc et de rouge. Après les honneurs militaires, le convoi funéraire rejoint l'église Saint-Sulpice pour un service solennel, sous les applaudissements des Français. Les plus proches de l'ancien président arrivent à Saint-Sulpice. Sa fille Claude et son gendre Frédéric Salabarou. Bernadette Chirac, très affaiblie, n'est pas présente à la cérémonie. Aux côtés des intimes, quasiment toute la classe politique française a fait le déplacement. Des anciens présidents, François Hollande, Nicolas Sarkozy, aux ex-premiers ministres comme Alain Juppé ou Lionel Jospin, chef du gouvernement socialiste entre 1997 et 2002. À ces personnalités françaises s'ajoute une centaine d'officiels venus rendre un dernier hommage à leur ancien partenaire sur la scène internationale, à commencer par l'américain Bill Clinton. La dépouille de l'ancien chef d'État fait son entrée dans la nef centrale de l'église, au son du requiem de Gabriel Fauré. Dehors, une immense foule d'anonymes assiste à la messe. Des Français très émus par la disparition de ce monstre sacré de la politique française. C'est la France qui perd un de ses pères. Faut bien partir un jour, mais bon, c'est un adieu, quoi. C'est triste de le voir partir. Il nous représentait bien à l'étranger, c'était un homme proche de tous ses concitoyens. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'hommage qui lui est rendu et le nombre de gens qui se déplacent. Jacques Chirac a ensuite été inhumé en privé au cimetière du Montparnasse, selon le souhait de son épouse. Un hommage particulier sera rendu à l'ancien chef d'État en Corrèze, les 5 et 6 octobre prochains.
Et avec nous pour cette émission spéciale en hommage à Jacques Chirac, Hélène Conway-Mouret, bonjour. Vous êtes sénatrice PS des Français établis hors de France. Philippe Dallier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Sénateur LR de Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat. Christine Albanel, bienvenue. Vous étiez ministre de la Culture et de la Communication sous le mandat de Nicolas Sarkozy, mais vous avez été la plume de Jacques Chirac à l'Élysée entre 1995 et 2000. Et une excellente plume, nous dit Roger Carucci, que je présente donc, puisque c'est notre quatrième invité, Monsieur Carucci, sénateur LR des Hauts-de-Seine. Bienvenue à tous les quatre. Je voudrais d'abord qu'on fasse peut-être un premier tour de table sur cette journée que vous avez vécue au plus près. C'était un dernier au revoir des Français, mais le vôtre aussi à Jacques Chirac. Christine Albanel, comment vous avez vécu les choses? Comment vous avez vécu cette journée? Je l'ai vécu comme tout le monde, avec beaucoup d'émotions. Moi, personnellement, j'étais à la messe privée, celle de 9h30, à laquelle Madame Chirac a pu assister. Et là, c'était un petit peu les proches, c'était les équipes de l'Élysée. Et c'était très émouvant, évidemment, beaucoup moins grandiose qu'à la messe de Saint-Sulpice, mais c'était un moment fort où la famille s'est un peu regroupée, parce qu'il y avait vraiment une famille chiracienne, je peux dire, et dont tous les membres, enfin, ça a été toujours lucide, mais très, très solidaire entre eux, et très ému en tout cas d'être là et de se retrouver. Vous avez pu échanger quelques mots avec Bernadette Chirac? Non, on n'a pas, personne en plus n'a échangé. Elle est arrivée, tout le monde était déjà installé, elle est repartie juste un tout petit peu, vraiment tout à fait à la fin de la cérémonie. Non, elle n'était pas trop fatiguée probablement. Philippe Dallier, vous avez vous aussi participé à cet hommage à Jacques Chirac, à cette messe? J'étais à Saint-Sulpice, oui. C'est vrai que c'était une cérémonie très émouvante pour ceux qui sont très attachés à Jacques Chirac, et puis une cérémonie simple également. La famille n'avait pas voulu de discours, je pense que c'était une très bonne idée. Voilà, une cérémonie simple et à l'image de Jacques Chirac, avec beaucoup de monde, beaucoup d'invités. Beaucoup de chefs d'État. On n'a pas cité le président Poutine, mais voilà, ça marque aussi ce que Chirac représentait en termes d'image de la France dans le monde, son action. Et je pense que cette cérémonie était à la hauteur de l'événement et à la hauteur du personnage. Et on y viendra évidemment dans un instant, cette image de Jacques Chirac à l'international. Hélène Conway-Mouret, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui vous a frappé? On parlait en regardant les images peut-être de la jeunesse aussi du public, ça vous a frappé? Oui, il y avait à la fois la génération qui a été au pouvoir avec Jacques Chirac. Et puis, moi, je trouve que c'est bien, en effet, d'avoir des jeunes. Moi-même, ce matin, je suis allée en tant que vice-présidente du Sénat, c'est un hommage républicain, mais également, personnellement, c'était important parce que Jacques Chirac, comme François Mitterrand, fait partie de mon enfance, partie de mon adolescence. Et puis ensuite, à l'étranger, vous savez, on est très attaché à la parole de la France, qui est forcément celle du président de la République, avec des moments d'émotion forts, où on est très fiers de ce que le président français a pu dire. Et je crois que depuis 2 jours ou 3 jours, les phrases célèbres et les moments célèbres ont été rappelés par beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des images fortes, il y a des mots qui sont forts. Et quand on est à l'étranger, tout ça est important. Donc il y a cet attachement qui est un attachement personnel avec un président qui, pour les étrangers, je crois, cocher toutes les cases de ce que l'on aime en France. Autant on n'aime pas l'arrogance, le donneur de leçons, enfin tous les défauts le côté râleur qu'on vous attribue, mais on aime personnage qui aime la bonne chair, qui aime manger, qui aime boire, séducteur, séducteur. Et donc, François... On est souvent dans la caricature à l'étranger, c'est normal. et donc, Jacques Chirac, je crois, utilisait sa stature, utilisait sa belle voix pour aussi charmer et séduire absolument. Et ce qui revient dans les hommages qui ont été publiés depuis 2 ou 3 jours, c'est le terme « ami ». De l'étranger, beaucoup de chefs d'État parlent de Jacques Chirac comme un ami. Alors bien sûr qu'ils avaient une relation protocolaire, mais je crois qu'il est allé au-delà et à chaque fois, il y avait ce contact humain, notamment en Afrique aujourd'hui, avec souvent les fils de ceux avec lesquels il a échangé. Et on va y venir. Et donc, il y avait une sorte de figure un peu paternelle aussi. Et vous, Roger Carucci, qu'est-ce que vous retenez de ces hommages? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont été fidèles au personnage qu'était Jacques Chirac? Vous avez été frappé par des choses? Une fois qu'on est mort, il est assez rare que les gens vous jettent des pierres, encore que certains ne se sont pas privés quand même. Mais oui, moi je pense que, alors c'est vrai,
À l'intérieur de Saint-Sulpice, c'était plutôt les corps constitués, les anciens ministres, les parlementaires. C'était pas très jeune, très jeune. Mais sur la place Saint-Sulpice, là où il y avait beaucoup de public, et on a bien fait de sonoriser la messe à l'extérieur, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens issus de tous les milieux, comme diraient certains, c'était le métro à 18h, donc c'était vraiment très mélangé, pas un public ciblé, et c'est ce qui a fait Chirac, ce qu'a fait la création du RPR, puis la création de l'UMP, cette espèce de volonté de rassemblement, cette volonté de passer au-delà des clivages. Quand on demandait à Chirac, est-ce que vous vous sentez de droite, est-ce que vous regrettez votre passé plutôt de gauche et tout, je ne dis pas qu'il ne comprenait pas, mais il disait mais tout ça n'a aucune importance, l'essentiel c'est de bien faire les choses pour la France. Et les gens le comprenaient, même si on n'était pas d'accord avec ce qu'il disait ou ce qu'il faisait, les gens ne pouvaient pas contester qu'il avait un amour profond du pays, un amour profond des gens et une empathie très forte, ce qui est très difficile, parce qu'une fois qu'on est au pouvoir, on est souvent coupé des réalités. Jamais lui. On a été frappé, vous l'avez dit, par le nombre de dirigeants ou d'ex-dirigeants étrangers, un homme d'État résolument tourné vers l'international, ami de dirigeants étrangers pas toujours fréquentables, comme on le dirait aujourd'hui. Je pense évidemment à Vladimir Poutine. Beaucoup de dirigeants et d'ex-dirigeants africains aussi. Je voudrais juste vous lire cette phrase du journaliste Antoine Glaser. Chirac, dernière incarnation de cette France-Afrique qui joue sur les relations personnelles avec les présidents. Voilà ce qu'a écrit Antoine Glaser. Je vous vois faire oui de la tête, Christine Albanel. Est-ce que c'est aussi ça qu'il faut retenir de Jacques Chirac? Oui, je crois que ce que disait Hélène Conway-Mouret est tout à fait juste, en fait. C'est-à-dire, il y avait à la fois les relations personnelles, c'est certain, la France-Afrique, en effet, ça a existé, c'est vrai. Il y a aussi un autre élément qui était le fait que beaucoup de... les gens se sentaient reconnus aussi dans leur culture, dans leur civilisation, et très valorisés. C'est-à-dire, ce n'était jamais une relation paternaliste, parce que Jacques Chirac était profondément heureux quand il se rendait dans ces pays. Et curieux. Très curieux, plein de respect, en fait. Il n'avait aucune espèce d'idée de hiérarchie, tout au contraire. Il avait plutôt tendance souvent à trouver que certaines cultures lointaines, c'est tout le projet du Quai Branly en réalité, étaient presque plus intéressante, au moins, en tout cas aussi intéressante que la culture occidentale. Donc, il était un peu seul, au fond, dans ce cas, dans ce profil. Et je pense que du coup, il y avait beaucoup de sympathie, beaucoup de reconnaissance de cette espèce de respect mutuel et de ces échanges. Et ça s'est ressenti aujourd'hui, Hélène Conway-Mouret, par la présence de plusieurs dizaines de dirigeants étrangers. Oui, il ne faut pas oublier que nous avons un siège permanent au Conseil de sécurité et que la parole de la France est entendue et forte. Et donc, cette présence-là fait que quand le président français s'exprime, eh bien, sa parole porte, est importante. Et on l'a bien vu, un certain nombre, notamment pour la guerre en Irak, ce discours a marqué tous les esprits. Et aujourd'hui, vous savez, souvent, il y a une très longue carrière politique et puis il y a un événement, alors bon ou mauvais, ça peut être dans les deux cas de figure, pour lequel la personne sera rappelée. Et là, pour Jacques Chirac, je pense que c'est la guerre en Irak. Mais moi, ce que je voulais dire quand même sur l'Afrique, c'est que on parle de bilan un peu contrasté. Et quand je disais tout à l'heure que c'est vrai, quand on a un petit peu de recul ou de distance avec le pays et qu'on est peut-être émotionnellement plus sensible à ce qui est dit, moi, je me souviens d'un discours en 2001 au Cameroun, très fort sur l'Afrique. Et quelque part, un petit peu une dette que nous avions par rapport à certains comportements. Et puis, en même temps, bien, la France-Afrique a perduré. Et donc, alors, aujourd'hui n'est pas le jour de parler du côté sombre. Voilà, pourquoi pas, mais non, Jacques Chirac vient d'être inhumé. Je pense que voilà, il y a quand même période de respect, mais et puis tout cela ne sert à rien. Mais je pense que les historiens en parleront en leur temps. Mais c'est vrai que pour l'Afrique, il y a à la fois des beaux moments, des annonces fortes et une volonté, peut-être qui était liée, pour ceux qui le connaissaient mieux que moi, à une certaine vision. Quand on parle de bête politique, je pense qu'il avait un instinct très très fort où il était capable de faire des déclarations qui étaient un peu visionnaires,
Puis après, dans les faits, on s'est dit que ça ne s'est pas forcément toujours passé comme on l'aurait souhaité ou comme ça avait été annoncé. Voilà, c'est simplement cet élément-là. Ça veut dire être plus finalement plus visionnaire que révolutionnaire parfois. En fait, c'est un peu ça. Politique étrangère, révolutionnaire, c'est plus compliqué. Mais vous parliez de personnages infréquentables en évoquant Vladimir Poutine. La vocation de la France, c'est de parler à tout le monde. Ça, c'est le gaullisme. Et je pense que Jacques Chirac a incarné... Non, entre parler et être ami, c'est un peu différent. On voit que là, il avait des relations personnelles. Amitié, tout dépend ce qu'on entend par là. Mais voilà, on doit parler à tout le monde. Et ce qui manque certainement aujourd'hui, c'est cela. La volonté d'ostraciser certains et puis d'imaginer que les problèmes vont se régler comme ça. Et parfois, effectivement, en allant jusqu'au conflit armé. Voilà, le gaullisme, et Chirac l'a incarné parfaitement, c'est le contraire de cela. C'est la France qui parle au monde entier. On n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, mais en tous les cas, on doit se parler. Et que Poutine ait été là, je trouve ça très bien. J'ai été extrêmement... pas dire déçu, mais surpris de la réaction des Américains qui n'ont réagi que dimanche après-midi au décès de Jacques Chirac. Heureusement que Bill Clinton était là, mais bon, j'ai trouvé que c'était pas très correct. Alors on sait pourquoi, on a compris pourquoi. Parce que la guerre en Irak, Chirac a dit non, et pour des raisons évidentes aujourd'hui. À l'époque, il faut se resituer dans le contexte. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu pour ceux qui défendaient Chirac à l'époque, et même dans son propre camp, certains l'ont très vertement critiqué. Voilà, Chirac, c'était comme ça, il avait une vision du monde, il souhaitait parler avec tout le monde, et ça a pu aller jusqu'à s'opposer à notre principal allié et à lui dire non. Voilà. Alors ça, c'était pour le volet étranger. Cet hommage spécial a aussi été rendu dans les écoles aujourd'hui. Une minute de silence a été observée cet après-midi à 15h dans les établissements scolaires du pays. Le gouvernement souhaitait que les enfants lui rendent hommage. D'ailleurs, les enseignants étaient aussi invités à évoquer Jacques Chirac en classe, avec plusieurs documents mis en ligne par le ministère de l'Éducation, comme le discours du Veldiv en 1995 ou l'appel pour le climat en 2005. Roger Carucci, pour vous, cette minute de silence, ça a été une initiative heureuse ou malheureuse? Certains l'ont critiqué, cet appel lancé aux enseignants pour qu'ils fassent respecter une minute de silence. Dire que c'était l'acte essentiel, non. Ce qui était l'acte essentiel, c'était la journée de deuil national. Après, dès qu'on dit il faut faire une minute de silence dans les écoles, une minute de silence dans les administrations, on sait que malheureusement, ça veut dire que tel ou tel syndicat ou telle organisation va dire pourquoi et non. Et tout. Donc on rentre dans une polémique qui ne m'est pas apparue forcément très utile. Ceci étant... Franchement, Jacques Chirac eût-il été un saint, il y aurait eu des contestations sur la minute de silence. Donc, on ne peut pas trouver de bonnes solutions. Non, je ne suis pas surpris. Moi, je pense que ceux qui l'ont observé, comme on l'a fait au Sénat, comme on l'a fait un peu partout, c'est bien. Parce qu'au-delà des clivages politiques, quand quelqu'un qui a été chef de l'État en France pendant 12 ans disparaît, il y a au-delà des choix politiques, à la fois la décence, la reconnaissance et le fait de se dire, si ce pays veut avoir un avenir commun, peut-être qu'un jour, il faudra se décider à avoir une histoire commune. Et si on veut une histoire commune, il faut avoir un minimum de respect par rapport à tous ceux qui ont dirigé ce pays. Vous êtes tous d'accord avec cela, Christine Albanel ? Oui, moi je partage. Je pense qu'il ne faut pas toujours céder devant toutes les intimidations par avance, en se disant « Ah non, ne faisons pas ça parce que ça risque de provoquer des problèmes ». Je trouve qu'on va souvent très très loin dans cette voie. Je pense qu'il est normal d'avoir fait observer cette minute de silence. Je pense qu'aujourd'hui, Jacques Chirac était suffisamment consensuel pour que tout le monde puisse l'observer sans état d'âme. Oui, c'est intéressant que vous disiez ça parce que pour ne rien vous cacher, ce matin, on entendait des témoignages sur France Info, notamment de jeunes de Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier, qui disait... Bah oui, mais le bruit et l'odeur, nous, ça passe pas. On n'a pas envie de rendre hommage à ce président qui a parlé du bruit et l'odeur d'éventuels immigrés ou fils d'immigrés. Et il y a eu ce genre de contestation. Oui, enfin, résumer Jacques Chirac à cela, quand on sait l'engagement qui a été le sien sur les cultures, la différence entre cultures, sur le respect dû aux uns et aux autres, sur cette non-hiérarchisation des civilisations et des cultures, son action en France et la barrière étanche qu'il avait instaurée vis-à-vis de l'extrême droite, résumer Chirac à cette phrase qu'on peut considérer peut-être effectivement comme malheureuse, franchement, c'est regarder les choses par le tout petit bout de la lorgnette. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas comment se sont passées les choses dans les écoles de Seine-Saint-Denis. On le verra probablement dans les jours qui viennent. Oui, on le verra dans les journaux. Un petit bilan. J'espère que les choses se sont correctement passées. Hélène Conway-Mouret. Oui, écoutez, c'est une minute de respect où, voilà, ça permet peut-être pour certains de faire revivre certains souvenirs, souvenirs contrastés. Hein, on n'est pas dans l'adoration, on n'est pas, voilà. Mais je pense que c'est pas mal aussi dans cette vie où tout va tellement vite, où on prend plus le temps de s'arrêter jamais, où on communique par le biais des tweets et ainsi de suite.
franchement, de s'arrêter pendant 1 minute, je pense que c'était bien. On a regardé un petit peu dans les livres d'histoire. Les écoles étaient fermées pour les obsèques de Charles de Gaulle et de Georges Pompidou. Et pour François Mitterrand, 1 minute de silence avait également été observée. Vous vous en souvenez aussi? Et quand il y a un deuil national, c'est un minimum. Je veux dire, attendez, chef de l'État, Jacques Chirac l'a été 12 ans, le général de Gaulle l'a été 11 ans. Je ne sais pas, enfin, on peut se dire ça n'a aucune importance, on est très pressé, on ne regarde que devant nous, on ne respecte plus rien. Mais dans ces conditions, alors c'est plus la peine de dire que nous formions une seule nation. Allez, ces derniers jours, on a quand même été frappés par l'émotion globale de tous les Français. Ils sont venus en masse lui dire au revoir hier aux Invalides. Ils ont parfois attendu des heures, regardez, pour se recueillir devant son cercueil. Ils l'ont même fait toute la nuit, jusqu'à 7h ce matin. Ils aimaient leur ancien président. Une émotion partagée par Laure Darcos, la sénatrice LR de l'Essonne, qui elle aussi a bien connu Jacques Chirac. Et Tam Tranu, vous êtes à ses côtés en salle des conférences au Sénat. Laure Darcos, vous étiez tout à l'heure à la messe hommage qui a été donnée pour Jacques Chirac en l'église Saint-Sulpice. Qu'est-ce que vous avez bien ressenti en ce moment-là? Écoutez, bien évidemment, ça c'est un lieu commun de le dire, mais une émotion extrêmement forte. Vous faisiez partie des proches de l'ancien président. Oui, vraiment. Enfin, bien évidemment, enfin, je l'avais côtoyé quand mon mari était son ministre pendant près de 4 ans. Mais on avait aussi des liens privilégiés. Enfin, j'ai souvent raconté, mais il a été vraiment à mes côtés pendant mon premier cancer et je l'oublierai jamais. Et c'est quelqu'un vraiment en effet, de très, très, très humain. Donc, bien évidemment, quand on l'a vu arriver, son cercueil dans l'église, je pense que un sanglot général a pris absolument tout le monde. Mais ce que j'ai ressenti aussi, au-delà d'une musique absolument magnifique, enfin moi j'adore le Requiem de Fauré, d'avoir Marenbaum au piano, c'était juste extraordinaire. C'était une réunion de famille. Et en fait, je me suis mise avec les membres de ces gouvernements pour être à côté de mon mari. Et on se retrouvait, pour certains, on ne s'était pas vu depuis un petit moment, pour d'autres, on n'a pas arrêté de se côtoyer depuis 25 ans. 30 ans même pour certains. Et c'était une réunion de famille, j'ose le dire, de l'ancien monde. Oui. Et c'est ça qui me marque le plus, c'est qu'une page se tourne définitivement avec lui, de cette époque-là où on faisait de la politique autrement. Oui, un hommage français et puis aussi un hommage international. On a vu les visages très émus de Saad Hariri, on a vu Bill Clinton venir bien sûr aussi. C'était un hommage digne de sa stature. Oui, c'était très important et même pour nous de voir ça parce que c'était vraiment la reconnaissance ultime d'avoir été un chef d'État mais également d'avoir rayonné à l'international comme rarement après ses successeurs ont pu le faire. Bien évidemment, on a en mémoire ce qu'il a pu dire sur l'Irak et on en voit encore aujourd'hui les conséquences sur un Moyen-Orient complètement fissuré, déséquilibré. L'intervention à Jérusalem. Voilà, l'intervention à Jérusalem où il reste encore une idole là-bas. Je suis allée encore l'année dernière, il y a des t-shirts encore à son effigie et vraiment, enfin, les relations qu'il pouvait en effet avoir avec la Russie. Et donc cet ultime hommage, même en effet des chefs d'État étrangers, était très important. Un mot pour conclure sur le Chirac personnel, vous l'avez mentionné au début de cette interview, c'était un homme attentionné qu'il a été à votre égard, même lorsqu'il occupait les plus grandes fonctions. Et ça n'a pas été que pour vous, d'autres l'ont raconté. Non, oui, je pense que vraiment on a tous nos anecdotes. Moi j'étais très très liée à toute son équipe à l'Élysée. Après la messe, c'est vrai qu'on s'est tous retrouvés en sanglots dans les bras les uns des autres. Et je pense qu'on a tous chacun notre petite anecdote et ça n'est pas... voilà, simplement anodin de dire ça. Et puis permettez-moi d'avoir une pensée vraiment très très forte pour Madame Chirac qui n'était pas là à Saint-Sulpice. Elle était ce matin, donc j'avais quelques proches qui avaient été à la messe aux Invalides. Elle n'était pas là et je pense beaucoup à elle, bien évidemment. À Claude, parce qu'elle a été extraordinaire hier, je crois, auprès des gens qui faisaient la queue pendant des heures et des heures. Mais Madame Chirac, voilà, je pense que sa vie, elle aussi, a basculé une fois de plus la semaine dernière et elle était présente vraiment dans nos cœurs, dans le mien particulièrement, parce qu'elle m'a beaucoup aidée quand j'ai été conseillère départementale. Bien, merci beaucoup, Laure Darcos, pour ce témoignage. Merci. Merci à vous, Tam, et merci évidemment à la sénatrice Laure Darcos qui nous a fait part de son émotion qu'on a beaucoup ressentie sur ce plateau. Christine Albanel, un homme attentionné, Jacques Chirac, comme le dit Laure Darcos.
plus qu'attentionné. Jacques Chirac il y a beaucoup de témoignages en ce sens, mais c'est vrai que par exemple les dimanches matins, il était dans son bureau et il passait vraiment toute la matinée à téléphoner en fait à toutes sortes de proches ou parfois de beaucoup moins proches pour prendre des nouvelles d'un fils malade, d'une femme hospitalisée, etc. Ça, c'était vraiment... Et d'ailleurs, Laure Darcos y a fait allusion quand elle a parlé de son cancer. Ça, c'est une chose que je l'ai toujours vu faire. Et il pouvait téléphoner tous les jours à quelqu'un pendant 10 jours, plus. Oui, il était très, très attentionné. On se sentait accompagné et protégé. Je vous parlais de l'hommage des Français tout à l'heure. On a vu ces longues files d'attente de ces Français qui sont venus lui rendre hommage. On a le sentiment que les Français aiment toujours davantage leur président lorsque celui-ci n'est plus au pouvoir. Parce que lorsqu'il est au pouvoir, l'heure est plutôt au désamour. On a retrouvé un sondage de décembre 1995. Jacques Chirac est alors au pouvoir depuis 7 mois. Et vous allez regarder ce chiffre, 22% d'opinion favorable, 22% seulement. Voilà la cote de popularité de Jacques Chirac en décembre 1995 selon une enquête Ipsos. Pour vous donner une idée, 7 mois après son élection, Emmanuel Macron était à 54% selon Odoxa. Et aujourd'hui, il oscille entre 28 et 30%. Qu'est-ce que ça vous inspire, Roger Carucci, de voir cela? D'abord, quand on prend les sondages, il faut les prendre de manière totalement neutralisé, parce que vous dites décembre 95, on est en plein dans les grandes grèves, où tout le monde marche à pied dans la neige. Pour vous dire qu'il est descendu très bas. Et donc, effectivement, quand il y avait une grève illimitée dans les transports, je ne suis pas sûr que les gens vouent un amour fou au président de la République quand vous vous dites, je vais mettre 2 heures pour y aller, 3 heures pour revenir, si je peux revenir. Donc forcément, il y a des périodes. Il y a des périodes. Deuxième élément, oui, c'est vrai que la nostalgie l'emporte parfois sur la réalité, donc c'est assez courant que les chefs d'État, mais même le général de Gaulle, je vous rappelle que quand même, il a été battu au référendum de 69, il a été mis en ballotage au présidentiel de 65, et depuis 50 ans, tout le monde dit c'est le meilleur, le plus grand président de la Ve République. Parce que... C'est évident. Mais tout le monde est d'accord, donc puisque tout le monde... Non, plutôt de Gaulle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'histoire qui fait le jugement final. C'est pas l'immédiat, c'est pas le quotidien. Donc moi je pense que dans 5 ans, 1 an, peut-être qu'on verra un peu l'équilibre entre les anciens présidents de la République. Je pense que de Gaulle restera, par définition, du fait de l'action, du fait du personnage historique, du fait de tout ce que l'on veut, très haut. Mais Jacques Chirac remontera parce que on oubliera les aspérités de la décision et on retiendra le côté humain et proche des gens. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pense qu'il faut distinguer le regard que les Français peuvent porter sur l'action politique de Jacques Chirac, avec du positif et du moins positif, du regard qu'ils ont fini par porter sur l'homme Jacques Chirac. Et ça s'est construit dans le temps. Qui pourrait conforter quelques dirigeants actuels. Oui, mais vous savez, des carrières comme celle-là, je pense qu'on n'en connaîtra plus. Et moi qui ai commencé à militer pour Chirac en 1980, j'avais 18 ans. Je vous assure qu'à l'époque, quand on allait sur les marchés en Seine-Saint-Denis, on nous traitait de fachos, enfin, toutes les caricatures que l'on connaît. Et il a fallu toute cette évolution. Et d'ailleurs, Chirac en est peut-être aussi un peu responsable parce qu'il n'a jamais voulu dévoiler sa véritable personnalité, en tous les cas tout ce qu'on appelait son jardin secret. Et je pense qu'aujourd'hui, le regard que portent les Français sur l'homme Jacques Chirac est radicalement différent de ce qu'il a. Qu'est-ce qu'on vous a dit ces derniers jours? Ce qu'on nous a dit, c'est ce que vous avez vu à la télévision, ces files d'attente, effectivement, c'est le métro à 18h, comme disait Malraux du RPF. Et ça fait chaud au cœur, parce que quand on a connu toute cette période et quand on s'est engagé politiquement pour lui, on sait combien ça a été difficile. Et là, le regard a complètement changé. Mais c'est aussi la durée qui permet cela. Je ne suis pas certain qu'à l'avenir, avec des parcours politiques que l'on veut de plus en plus courts, où on zappera tous les 5 ans, je pense qu'on ne connaîtra plus de parcours comme celui-là. Oui, puis il y a aussi, je crois qu'il y a aussi toute cette nostalgie d'une époque. Oui, je pense que Jacques Chirac l'incarne peut-être complètement. C'est vrai que quand on voit toutes ces photos où il est en train de fumer, de se gaver de charcuterie, etc. Tout ce côté extrêmement bon vivant, l'épisode avec la députée en Corrèze, blonde, qui est tellement passée. Les gens ont l'impression que c'est la quintessence du français. Voilà, que c'est la quintessence du français. Et ils n'ont pas envie de le perdre, ce français-là, sous, je dirais, un excès parfois de politiquement correct, d'hygiénisme, d'interdit, etc. Et il y a aussi une part de communication fabriquée, orchestrée. Et d'une espèce de super communication qui fait de l'artificiel et non pas du vrai.
Oui, on manque d'authenticité. Hélène Conway-Mouret. C'est vrai que c'était une période complètement différente, hein, une sorte de vent de liberté dans la façon de se comporter, d'ailleurs avec les bons et les mauvais côtés. Je crois que certaines choses qui peuvent aujourd'hui être reprochées à Jacques Chirac ne pourraient plus être aujourd'hui parce qu'il y a la transparence partout, parce qu'il y a une sorte de contrôle continu qui est exercé à la fois par la société, par les médias, par les réseaux sociaux, par tout ça, qui fait que on se dit que finalement ce président-là avait encore la liberté de vivre un peu comme tout un chacun, et c'est peut-être pour ça que les Français aussi s'identifient à cet homme-là, bon vivant, souriant, et qui quand même profitait de sa stature, de ses grands bras, de ses grandes mains, et de sa voix. Il ne faut pas négliger la voix d'un président, elle est très très importante, celle de François Mitterrand avec un ton, là, celle du général de Gaulle à son époque. Ce sont quand même des legs. Moi, dans mon panthéon intime, les voix font partie aussi de ces messages-là. Il n'y a pas que les images. Et je crois qu'il a joué de tout cela, et il en a très bien joué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il aurait quelques difficultés, je crois, à être la même personne. Peut-être aussi, juste un mot, peut-être aussi que les gens se disent, il a beaucoup souffert. Oui. On l'a beaucoup blessé. Ça, c'est vrai aussi. Rappelez-vous des Guignols où on le voyait transpercé. Moi, je me souviens encore d'une période, les années antérieures, où on nous disait, Chirac ne sera jamais élu président. Oui, c'est vrai. Il passe mal à la télé, les gens, il n'y a pas le contact. Et on se dit, la persévérance, la volonté, la force de caractère et finalement le naturel l'ont emporté sur tout le reste. Et je vous sens tous très nostalgiques ce soir. C'était une belle séquence nostalgique. Merci en tout cas. Merci à tous les quatre d'avoir participé, non pas à ce débat évidemment, mais à cette discussion. Vous l'aurez compris. Allons plus loin encore sur Jacques Chirac. Toujours, on va s'intéresser à son bilan institutionnel. Il est riche. Sous ses mandats, 14 réformes ont été votées. On le sait peu, mais il a fait graver dans la Constitution l'interdiction de la peine de mort. Et c'est lui aussi, et vous le savez peut-être cette fois, qui a réduit la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. On voit tout cela avec nos invités après les explications de Flora Sauvage. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1995, Jacques Chirac suscite un immense espoir à droite. En accédant à la plus haute fonction de l'État, il met fin à 14 ans de socialisme et lance une série de réformes sur la sécurité sociale et les retraites. Mais très vite, le gouvernement Juppé devient impopulaire. Sur les conseils de Dominique de Villepin, alors secrétaire général de l'Élysée, Jacques Chirac décide de recourir à l'article 12 et de dissoudre l'Assemblée nationale. L'intérêt du pays commande d'anticiper les élections. J'ai acquis la conviction qu'il faut redonner la parole à notre peuple afin qu'il se prononce clairement sur l'ampleur et sur le rythme des changements à conduire pendant les 5 prochaines années. Paris perdu, la gauche plurielle de Lionel Jospin arrive en tête des élections législatives. Pendant 5 ans, Jacques Chirac va devoir partager le pouvoir avec son Premier ministre Lionel Jospin. En 2000, au vu du consensus politique sur le quinquennat à droite comme à gauche, le chef de l'État organise un référendum pour réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Ça n'était pas forcément sa volonté, mais c'est devenu une nécessité parce qu'il pensait que sa réélection serait plus facile si elle se faisait pour 5 ans. Là encore, ce n'est pas un succès. Malgré le oui qui l'emporte, 70% des électeurs ne sont pas allés voter. La France est désormais gouvernée par un président de la République élu pour 5 ans qui s'appuie sur une majorité stable. Un bouleversement pour les institutions de la Ve République. L'inversion du calendrier a provoqué ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une déperdition du contre-pouvoir parlementaire. Et en cela, il porte une responsabilité historique. Au total, au cours des 12 années de la présidence Chirac, 14 révisions de la Constitution ont été opérées. Au-delà de la charte de l'environnement en 2007 et de modifications à la marge, l'apport le plus important au plan institutionnel aura été l'instauration du quinquennat. Et avec nous pour dresser ce bilan institutionnel de Jacques Chirac, Anne Levade, bonsoir. Bienvenue, professeur de droit public, présidente de l'Association française de droit constitutionnel. Jean-Philippe de Rosier, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille. Nous attendons Benjamin Morel qui devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Et Dominique Rousseau est également avec nous. Bienvenue, professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1. Merci à tous les trois d'être ici. On a entendu ce chiffre qui vous a tout de suite interpellé. Est-ce qu'il y a bien eu sous le mandat, les mandats Chirac,
Chirac, Dominique Rousseau, 14 révisions de la Constitution. Oui, 14 révisions de la Constitution. Certaines étaient des révisions obligées soit par les traités internationaux, soit par des censures du Conseil constitutionnel. Et d'autres étaient des révisions obligées. Vous avez parlé par exemple du quinquennat. Jacques Chirac ne voulait pas du quinquennat. On y viendra, mais bien sûr. En 99, il disait ce serait une erreur d'instaurer le quinquennat. Et c'est une proposition de loi constitutionnelle de Valéry Giscard d'Estaing, appuyée par Jospin, qui, en quelque sorte, il y a une alliance Giscard pour se venger de 81 et Jospin pour obliger Jacques Chirac à faire cette révision constitutionnelle. Il ne voulait pas les 5 ans. Oui, on va y venir en détail. Effectivement, on va même entendre une archive. Anne Levade, Jacques Chirac n'était pas non plus quelqu'un qui révisait la Constitution de manière compulsive. C'était parfois donc subi. C'était pas une lubie. C'était pas quelque chose. De manière générale, c'est vrai qu'à partir, et avant même donc Jacques Chirac, à partir du début des années 90, on a une multiplication des révisions constitutionnelles qui sont liées en particulier à l'Europe et aux engagements internationaux. Pour mettre en cohérence, en fait, à chaque fois qu'on ratifie un traité, notre Constitution avec ces traités. C'est d'ailleurs le plus grand nombre des révisions constitutionnelles sur les 24 depuis 1958. On l'oublie, et ce sont des révisions qui sont toutes passées par la voie du Congrès, considérant que ce sont des révisions à caractère technique. Et que dès lors que la France s'engage à respecter un traité, il est normal qu'elle fasse en sorte qu'il n'y ait pas de blocage constitutionnel. Après, je pense que sans doute la révision à laquelle il était le plus attaché, c'est celle de la Charte de l'environnement, parce que même si ça n'est pas lui qui l'a portée in fine, mais c'est en tout cas une révision qui pour lui avait une signification particulière. C'est lui qui avait initié ce mouvement-là. Je n'ai pas le sentiment effectivement que son obsession était de réviser les institutions. Il faut dire aussi qu'on était à une époque où l'idée de réviser la Constitution n'apparaissait pas autant qu'aujourd'hui comme la marque d'un président de la République. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qui s'associait, c'est venu davantage à partir de 2008 avec la révision de 2008 sous Nicolas Sarkozy. Ce n'était pas vraiment associé à l'idée que c'était un passage obligé dans un septennat. On ne gagnait pas en popularité si on le faisait. Peut-être une petite nuance, globalement. Et après, on terminera ce tour de table avec Jean-Philippe Derozy. Peut-être une petite nuance, c'est qu'en 1995, lorsqu'il a été élu pour la première fois, il engage immédiatement une révision de la Constitution sur 2 points quand même importants. Le premier, c'est la session parlementaire qui devient désormais unique, permanente. Et le deuxième objet, c'est la modification du référendum pour que désormais les Français puissent être consultés sur les questions économiques, sociales et les services publics y afférents. Il n'y a pas encore environnemental, ça viendra en 2008. Donc autrement dit, il étend le champ du référendum et il étend la session parlementaire. Mais il n'utilisera pas. Mais il ne l'utilisera en tous les cas. Pour le référendum. Il n'utilisera pas le référendum. Pour la session parlementaire, oui. Et ça, c'est 95, aussitôt après son élection. Et presque bis repetita en 2002, où il est réélu. Il faudra attendre 1 an pour voir aboutir la révision constitutionnelle de 2003, où là aussi, sur la décentralisation, l'organisation décentralisée de la République, où là aussi, c'est quand même une empreinte très forte qui est donnée. C'est le tandem Chirac-Raffarin à l'époque, mais c'est la révision de grande ampleur en termes de nombre d'articles de la double mandature Chirac, on ne peut même pas dire double septennat, double quinquennat, parce qu'il a fait septennat puis quinquennat. C'est sans doute pas celle qui a eu le plus gros impact, sans doute que celle qui a eu le plus gros impact au terme d'équilibre institutionnel, c'est le quinquennat, et qui est sans doute la moins importante justement en termes d'ampleur de modification du texte constitutionnel. Mais est-ce qu'il ne souffrait pas de révision compulsive? C'est quand même le président qui a révisé 14 fois la Constitution. Toutes les révisions sont de son initiative. Alors même le quinquennat, il l'a quand même reprise pour pas que l'enfant lui échappe. Et donc, c'est quand même le plus grand nombre de révisions. Il y en a eu 24 au total sur 61 années d'existence de 5e République, donc 14 sur 12 ans sous la présidence Chirac, auquel on peut même en ajouter 2 autres lorsqu'il était Premier ministre entre 1974 et 1976, initiés par Valéry Giscard d'Estaing, mais qui ont été menés par Jacques Chirac en tant que Premier ministre. Alors la réforme la plus emblématique, vous l'avez dit, c'est évidemment ce quinquennat, référendum organisé en 2000. Les Français sont appelés à dire s'ils veulent oui ou non que le mandat présidentiel passe de 7 à 5 ans. À l'époque, Jacques Chirac ne donne pas de consigne de vote, mais effectivement, il ne cache pas qu'il est contre, souvenez-vous. J'ai réfléchi avec expérience. Eh bien, j'estime que ce serait une erreur, que ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce quinquennat, sous une forme ou sous une autre, serait une erreur. Et donc je ne l'approuverai pas.
Et j'assumerai par conséquent pour répondre ma mission jusqu'à son terme. Et alors, les Français jugeront et en tireront toutes les conséquences. Alors Anne Levade, on a un petit peu de recul. Est-ce qu'il avait raison d'être contre ? Alors, je veux d'abord dire une chose avant de répondre à la question, c'est que je trouve que c'est intéressant qu'ils disent ça en 1999, donc un an avant la révision, alors que l'un des arguments en faveur du quinquennat, c'était ne plus vivre de cohabitation. Or, lui, on a vécu une directement, 86-88, en étant Premier ministre, une deuxième indirectement avec Édouard Balladur, Premier ministre, et là, il est en pleine cohabitation difficile, puisque provoquée par la dissolution qu'il a décidée, et une cohabitation de 5 ans. Et donc, c'est intéressant de voir que, même lui, en tant que président de la République, et en ayant expérimenté les deux côtés, si j'ose dire, de l'opération, ça n'est pas un argument qui lui semble déterminant. Est-ce qu'il avait raison ? C'est toujours J'ai conscience compliqué. que la question est vaste. Non, mais c'est pas ça. C'est toujours compliqué de se demander ce que serait aujourd'hui notre monde institutionnel si le quinquennat n'avait pas existé. On peut faire le bilan de ce qu'a provoqué le quinquennat, une accélération du temps politique qui peut-être aurait eu lieu malgré tout, parce que ça ne tient pas uniquement à la réduction du mandat parlementaire, ça tient aussi à la personnalité de ceux qui ont été présidents de la République après Jacques Chirac, et en particulier d'ailleurs de Nicolas Sarkozy dans le tandem en quelque sorte qu'il a fait avec François Fillon. Après, rétrospectivement, le fait est que comme cette accélération est une espèce de course folle contre la montre, sans doute, si le mandat durait 7 ans, ça donnerait une respiration institutionnelle plus importante. Donc, le problème n'est pas de savoir si c'était pour les bonnes raisons ou pour de mauvaises raisons à l'époque qu'il le pensait. C'est très difficile de dire si les choses seraient différentes aujourd'hui. C'est vrai que ça a concouru à une transformation et à une présidentialisation qui fait qu'a priori, on ne devrait plus avoir de cohabitation, effectivement. Et lorsqu'on regarde les différents mandats présidentiels, d'une certaine manière, les présidents ont tous fait 5 ans. Mitterrand a été élu 7 ans, mais il a gouverné de 81 à 86, un quinquennat. Après, c'est 86-88, une cohabitation. Il est réélu en 88, mais il fait 88-93, 5 ans. Si vous prenez Giscard d'Estaing, à partir de 76-78, il laisse Raymond Barre. Et on se souvient du barrisme plus que du giscardisme. Pompidou, bon, c'est... Donc vous voulez nous dire que finalement, je veux dire que le rythme de la Ve République est plutôt sur 5 ans. Alors on a officialisé d'une certaine manière cette durée par cette réforme. Est-ce que ça a changé les choses ? Ce qui a changé les choses, c'est le fait qu'il y a eu donc une remise en ordre du calendrier électoral qui fait qu'il y a eu d'abord la présidentielle et ensuite la législative. Les législatives sont devenues après, donc seconde, donc secondaire, et par conséquent, il y a eu une espèce d'automaticité. Ce qu'on demandait aux Français, vous avez voté pour Hollande, donnez-lui une majorité de gauche. Vous avez voté pour Sarkozy, donnez-lui une majorité de gauche. On a voulu jouer sur l'électeur rationnel. Hein, oui, mais presque une élection pour rien, finalement. Vous le voyez bien au niveau des résultats. Les législatives, il y a beaucoup plus d'abstention législative parce que les Français pensent que c'est joué. C'est plié à la présidentielle, le reste, ça suit. Mais ce n'est pas tout à fait une élection pour rien, parce que les législatives sont véritablement les élections qui vont donner au président le pouvoir dont il a besoin. S'il n'en bénéficie pas, s'il n'a pas la victoire... Mais vu le calendrier, effectivement, il y a un effet d'entrain. Mais si François Hollande avait mieux gagné les législatives en 2012, son quinquennat aurait été différent. Jacques Chirac, en 2002, il est le premier à expérimenter justement et le quinquennat, l'élection du quinquennat, et le calendrier qui vient rétablir la logique institutionnelle. D'abord les présidentielles, ensuite les législatives. Jacques Chirac, en 2002, réussit l'exploit d'être à la fois le président le moins bien et le mieux élu de la Ve République. Le moins bien parce qu'il a tout juste 13,75% des inscrits au premier tour, mais il gagne avec 82, et quelques pourcents des votants au second tour. Mais il voit là poindre à nouveau le spectre de la cohabitation. Parce qu'il se dit, mince, les Français ne veulent pas forcément de moi, la gauche est plutôt majoritaire, elle est éclatée, c'est pour ça que Lionel Jospin ne s'est pas qualifié, je vais encore me farcir 5 ans de cohabitation s'il gagne les législatives. Donc je crée une machine à gagner qui s'appelle l'Union pour une majorité présidentielle. Le premier nom de l'UMP, c'était pour une majorité présidentielle. C'est un pari gagné, parce qu'il remporte le meilleur score qu'un parti politique remporte aux élections législatives de toute l'histoire de la Ve République, encore mieux que la République En Marche en 2017. Et effectivement, là, il établit, premièrement, que les Français n'aiment pas la cohabitation,
ils s'y résignent s'ils n'ont pas le choix, mais ils ne la choisissent pas. Ils vont dans la logique présidentielle, ils ont élu un président, ils lui donnent une majorité pour gouverner. Et deux, qu'effectivement, c'est ça la logique de la Ve République, on désigne un chef pour conduire une mission politique, sa campagne électorale, ses engagements électoraux, et on lui confie une majorité, éventuellement atténuée, pour mener à bien sa mission. Et on a un petit peu le même exercice en 2017, parce que Emmanuel Macron a créé son parti pour gagner la présidentielle, mais rien ne disait qu'il pouvait gagner les législatives derrière, parce qu'il n'y a pas 577 Macron dans les 577 circonscriptions. Alors, ce quinquennat, quel bilan, bonne ou mauvaise réforme? On a également posé la question à Hervé Marseille, président du groupe Union Centriste au Sénat. Il est au micro de Tam Tranui en salle des conférences du Sénat. Hervé Marseille, on va parler ensemble du bilan institutionnel de Jacques Chirac. Et ce bilan, c'est avant tout le passage du septennat au quinquennat. Qu'est-ce que ça a changé pour vous au fonctionnement de nos institutions? Écoutez, c'était effectivement une réforme, pour ne pas dire la réforme marquante, j'allais dire, des années Chirac. Je ne sais pas si, à l'expérience, c'est une bonne réforme. Ah oui? Pourquoi? Elle a accéléré le rythme politique, le rythme de la vie politique, avec des députés élus dans la foulée, c'est-à-dire une majorité quasi automatique, un gouvernement... Une chambre d'enregistrement, en fait, de la présidentielle. Donc, il reste quoi? On voit bien aujourd'hui qu'entre un président fort, un gouvernement nommé et une assemblée qui est là pour appliquer les propositions législatives, il ne reste plus que la rue pour s'exprimer. On l'a vu avec les Gilets jaunes, puisque on voit bien combien les syndicats sont affaiblis, combien les partis sont eux-mêmes affectés. Donc, à part la rue, il ne reste pas grand-chose. Et ça, c'est dangereux. Le septennat avait aussi été synonyme de cohabitation. Jacques Chirac a bien connu la cohabitation comme Premier ministre et comme président de la République. Est-ce que pour vous, ces périodes ont été vraiment synonymes de paralysie, comme certains l'ont dit, ou est-ce qu'elle avait aussi son utilité? Non, je crois que les institutions ont montré leur force, leur puissance, puisqu'on a pu traverser des cohabitations qui finalement ont permis le bon fonctionnement des autorités publiques. Je crois surtout que Jacques Chirac, comme l'a dit un de vos confrères ce matin dans la presse écrite, il a surtout été aimé pour ce qu'il fut, pas pour ce qu'il fit. Et sa personnalité, son personnage chaleureux, j'allais dire avec une espèce de nostalgie de la politique d'hier, fumait, buvait de la bière, on mangeait, on était ensemble, ça n'a plus rien à voir. Il a été dit aussi que c'était une période où c'était dur pour la France, mais où c'était plus sympa. Oui, c'était plus humain. On va dire que l'humain était plus au centre de la réflexion politique. Je crois que Jacques Chirac n'a pas utilisé le formidable ressort qu'a été son élection de 2002 face à Jean-Marie Le Pen, où il a été élu avec 80% des suffrages au deuxième tour, c'est-à-dire un soutien immense dans la population. Vous le regrettez ? Et on peut regretter pour la France qu'il n'ait pas suffisamment utilisé cette période pour rassembler davantage et pour, j'allais dire, faire les réformes que la France aurait pu recevoir, parce qu'on voit bien aujourd'hui la difficulté de réformer. Une forme de regret, donc, Hervé Marseille, dans cette période d'hommage. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam et merci à Hervé Marseille. Benjamin Morel nous a rejoint sur ce plateau, docteur en sciences politiques, maître de conférences en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. C'est le moment pour vous de nous dire si oui ou non pour vous cette réforme, la transformation du septennat en quinquennat a été une bonne réforme. A posteriori, non. Il était probablement assez difficile de le déceler, même si certains l'ont fait au moment où elle a été votée. A posteriori, non, mais elle s'est accompagnée d'une évolution du temps politique. On était à une période où les réseaux sociaux n'existaient pas, où ils étaient embryonnaires, où les chaînes d'information en continu n'existaient pas également, et où d'une certaine façon, un président qui partait 3 semaines en vacances, eh bien, ça n'inquiétait personne. Aujourd'hui, on voit très clairement que l'accélération du temps politique est liée au quinquennat, mais pas que. Ce qu'en revanche interdit le quinquennat, c'est la cohabitation. Et paradoxalement, eh bien, la fonction présidentielle a été un petit peu chahutée par cette absence de cohabitation, parce que sous la Ve République, si on accepte le général de Gaulle, les présidents qui ont été réélus l'ont toujours été après une période de cohabitation. En interdisant la cohabitation,
paradoxalement, jusqu'à présent, alors rien n'est fait pour les prochains quinquennats, mais jusqu'à présent en tout cas, on a rendu assez difficile la réélection d'un président de la République. Et en ça, on a également accéléré le rythme des alternances. Et la situation d'éclatement politique que l'on connaît aujourd'hui est un peu le fruit de cette accélération multifacteur. Alors, le passage du septennat au quinquennat n'a pas été la seule réforme constitutionnelle d'envergure. Jacques Chirac a aussi fait réformer le statut pénal du chef de l'État. On y reviendra peut-être avec vous. Il a fait inscrire dans la Constitution l'interdiction en France de la peine de mort. Et il a fait ajouter, vous le disiez, Anne Levade, dans la Constitution, une charte de l'environnement. Il s'en était d'ailleurs vanté. C'était lors de ses vœux à la nation, souvenez-vous. La France est le premier pays au monde à avoir inscrit en 2005 une charte de l'environnement dans sa constitution. En février, elle accueillera une conférence internationale pour accélérer la marche vers une organisation mondiale de l'environnement. Jean-Philippe de Rosier, là aussi un fait majeur qu'on a un peu oublié. À tort, c'était déjà les prémices d'une... Non, c'est pas un fait majeur. C'est pas un fait majeur. Non. Déjà, la charte de l'environnement est très mal écrite. Et désolé, je dis les choses d'être clair et d'être direct. Elle est très mal écrite parce que elle prescrit des droits et des devoirs dont on ne connaît pas bien les titulaires. Si c'est le citoyen lambda, voire le justiciable lambda, c'est grave. Et ensuite, c'était plus symbolique que véritablement. J'allais dire presque juridique, c'est juridique parce que c'est dans la Constitution. Il y a des conséquences juridiques, évidemment, mais elles n'ont, même passons sur le quinquennat, la réforme des collectivités territoriales que vous n'avez pas mentionné, mais qu'on mentionnait en début de cette émission, est d'une ampleur bien plus importante que cette réforme sur l'environnement. Donc c'était presque plus politique, c'était une volonté de Jacques Chirac. C'est pas forcément mal qu'une constitution mentionne l'environnement dans son texte, qu'elle le mentionne de la façon dont le fait la charte, ça je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Un fait mineur, Dominique Rousseau, ou en tout cas pas majeur? Non, moi je pense que c'est important. C'est important. Sur l'écriture, il faut bien voir l'époque dans laquelle on se situe, le début des années 2000, une première prise de conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui la question écologique, que Chirac préférait d'ailleurs, le terme écologie et environnement. Et dans la charte, vous avez un certain nombre de principes, le principe de précaution, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe à Rouen. On a le droit pour les citoyens de participer à la consultation de tous les projets environnementaux. Donc il y a, on est en 2003, 2004, 2005, il y a dans cette charte, comment dire, le début de ce qui va devenir et politiquement et juridiquement important. Je pense, par exemple, aujourd'hui, dans le projet de révision de la Constitution, s'il va jusqu'au bout, je crois qu'il est question de mettre dans l'article 1er de la Constitution. Donc, si vous voulez, on a là l'amorce de ce qu'on appelle un nouvel objet du droit constitutionnel, qui avant n'intéressait pas les constitutionnalistes, qui est l'environnement. Donc, je pense que cette charte, alors, dont on peut toujours discuter la rédaction, bien entendu, quand c'est pas soi qui rédigeons, c'est toujours mal rédigé, mais je pense que c'est le premier pas vers la prise de conscience que l'environnement ou l'écologie doit être inscrit dans le texte le plus important dans un pays qui est la Constitution. Et il va ouvrir la voie. Je ne dis pas que Greta Thunberg est la petite fille de Jacques Chirac, mais en tous les cas, notre maison brûle et on regarde ailleurs, que vous le vouliez ou non, Greta Thunberg n'a dit pas autre chose. Et Chirac l'a dit. Alors est-ce que c'est lui qui l'a dit? Est-ce que c'est Nicolas Hulot? Peu importe. Mais enfin, il l'a dit. Et je pense que le fait d'avoir voulu inscrire dans la Constitution cette nouvel objet du droit constitutionnel me paraît un point très important. Donc il y a je ne dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Je dis qu'elle le dit mal, mais je ne dis pas le contraire. C'est important. Alors, mon objectif n'est pas de les mettre d'accord tous les deux.
Moi, je suis très hostile en soi aux révisions constitutionnelles à portée symbolique, parce que je trouve que la Constitution n'est pas le lieu de faire du symbole, mais de faire du droit. Cela étant, je trouve que la Charte de l'environnement n'est pas que du symbole, loin s'en faut, et notamment, ça a cette vertu particulière d'être un texte distinct de la Constitution. Parce que vous le savez, en tête de la Constitution, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, réaffirmée en 58, le préambule de la Constitution de 46, qui donc énonce des droits, qui sont nos textes fondateurs en quelque sorte. Et la Charte de l'environnement, je trouve que, quoi qu'on puisse dire de la qualité rédactionnelle, mais je ne sais pas si le préambule de 46 ou la Déclaration des droits de l'homme sont sur le plan de la rédaction juridique d'une qualité parfaitement rigoureuse, et si on les écrirait de la même manière aujourd'hui. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il y a eu de ce point de vue-là une espèce de pressentiment ou de prescience de la part de Jacques Chirac et de ceux qui l'entouraient, comme s'ils avaient vu venir que cette question environnementale ou écologique allait être en quelque sorte le nouvel universalisme. Et de ce point de vue, en faire quelque chose de rang constitutionnel, mais à part. Et c'est là que j'ai un point de nuance, par exemple, avec l'idée d'introduire dans l'article 1er de la Constitution la biodiversité. Oui, l'initiative d'Emmanuel Macron. L'article 1er, pour moi, de la Constitution, c'est les caractères de la République. Et donc la biodiversité, aussi importante soit-elle, n'a de mon point de vue rien à faire dans les caractères de la République. En revanche, je trouve que ce texte, qui par ailleurs aujourd'hui a des conséquences juridiques, représente un moment clé, alors oui, juridique et politique, de prise de conscience. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est un texte important et une réforme importante. Benjamin Morel. Oui, je souscris absolument à cette analyse. Je pense qu'en effet, la place de cette charte était dans le préambule. Et je crois que il ne faut pas non plus... Alors, il y a un problème rédactionnel, probablement, mais il y a le texte et également la façon dont on l'interprète. Aujourd'hui, d'une certaine façon, la portée de cette charte, elle est également limitée par une interprétation peut-être un peu plus unanime du Conseil constitutionnel ou du juge ordinaire. Donc là, il y a peut-être une question à creuser qui n'est pas simplement liée à la volonté du constituant à ce moment-là. Et ensuite, en effet, il ne faut pas faire d'anachronisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des Grünen qui sont entre 25 et 30% en Allemagne, si on prend les enquêtes d'opinion. On a un parti Europe Écologie Les Verts qui a plutôt fait une bonne campagne des européennes. On a des questions écologiques qui remontent, que ce soit chez les démocrates américains ou chez le mouvement 5 étoiles en Italie. Mais à l'époque, la période n'est pas du tout à la mise en avant de ces thèmes écologistes. Ils sont encore relativement minoritaires dans le débat public. Il faut se souvenir du score de Noël Mamère en 2002. Et ils sont extrêmement minoritaires également dans les préoccupations des Français à cette époque. Avoir le courage politique de dire c'est un point essentiel, on joint ça au préambule de la Constitution, c'est tout de même un geste qui politiquement ne rapporte pas beaucoup de voix, mais symboliquement est très important. Et c'est aussi à ça qu'on reconnaît un grand homme d'État. Et je voudrais qu'on aborde un troisième chapitre dans cette discussion ou ce débat, comme vous le voulez. Jacques Chirac a-t-il affaibli les institutions de la Ve République? Une question que je vous poserai à vous, après vous avoir lu un extrait de l'édito du politologue Olivier Roucan, qu'on reçoit d'ailleurs sur ce plateau régulièrement. C'est à lire dans le Huffington Post. Et il est intitulé « Les années Chirac ont aggravé la crise de la Ve République ». Voilà ce qu'il nous dit. Il prend entre autres illustration l'épisode du référendum sur le traité de Maastricht. Voilà ce qu'il écrit. Le 29 mai 2005 affaiblit durablement la France dans l'Union, mais surtout, sur le plan institutionnel, l'échec référendaire fragilise la présidence. Jacques Chirac fait comme si de rien n'était. Est-ce que vous attribueriez, il nous reste quelques minutes, peut-être Jean-Philippe de Rosier, à ce grave échec à Jacques Chirac ? Je ne pense pas qu'il en porte la responsabilité. Je pense que d'autres partis politiques portent davantage de responsabilité de l'échec de ce référendum, qui n'était pas le traité de Maastricht, le traité de Rome, pour la Constitution pour l'Europe. En revanche, ce qui est certain, c'est que Jacques Chirac est le seul président de la République à avoir été doublement désavoué par les Français dans la première moitié de ces deux mandats, en 97 puis en 2005. Alors en 2005, on n'est plus vraiment dans la première moitié, mais en tout cas, on est passé au quinquennat, donc voilà. Et il est resté au pouvoir. Là où le général de Gaulle, dès qu'il est désavoué par référendum, il démissionne. C'est ce que déplore Olivier Roucan. On peut rendre à César ce qui est à César. Le général de Gaulle avait dit « si c'est non, je me retire ». Jacques Chirac n'avait jamais dit que s'il perdait, il se retirait, que ce soit la dissolution ou le référendum. Donc je ne pense pas que Jacques Chirac porte
la responsabilité de cet échec. Maintenant, c'est incontestable que lorsque l'on est ainsi doublement désavoué par les Français au cours de ces 2 mandats, il y a une perte de légitimité qui affaiblisse les institutions. Alors, il nous reste 3 minutes pour répondre à cette question. Est-ce qu'il a fait du bien ou du mal, finalement, à la fonction présidentielle et aux institutions? Alors, simplement pour le jeu, je vais défendre la thèse inverse de mon collègue. D'une certaine manière, on peut dire qu'il a sauvé la Ve République en acceptant la cohabitation. Imaginez qu'en 86, Jacques Chirac ait dit je ne veux pas être le Premier ministre de François Mitterrand et que personne n'accepte d'être Premier ministre de François Mitterrand, on allait vers une crise institutionnelle. Qu'est-ce qui serait passé? Une nouvelle dissolution, Mitterrand qui démissionne, etc. S'il n'a pas fait. Donc il a accepté de jouer le jeu des institutions et paradoxalement d'ailleurs, si vous voulez, il a donné, alors qu'il est gaulliste, en tous les cas attaché à la famille gaulliste, il a donné une interprétation, je dirais, primo-ministérielle. D'un seul coup, le pouvoir passait de l'Élysée à Matignon. De même qu'ensuite de 93 à 95 et de 97 à 2002. Donc on a un Jacques Chirac qui a accepté finalement que ces institutions soient modelées. Cette souplesse. Des institutions qui peut être soit présidentielle, soit primo-ministériel. Alors évidemment, avec le quinquennat, les choses sont maintenant plus compliquées, ou plus simples, je veux dire, mais en tous les cas, je crois que de ce point de vue-là, il a sauvé la Ve République. Il nous reste 1 minute 30, je vais vous demander de conclure relativement rapidement. Anne Levade et Benjamin Morel. Vraiment, pour revenir sur l'épisode du référendum sur la Constitution européenne, moi je ne crois pas qu'il y ait une responsabilité ès-qualité du président de la République. Je crois qu'il y a une génération politique qui n'a pas imaginé un seul moment, il suffit de revoir par exemple Simone Veil à l'occasion de certains débats sur cette période-là, que l'Europe pouvait être rejetée et que les arguments qui seraient développés conduiraient à ce que le non l'emporte. Donc ça, je crois que c'est vraiment un épisode à part, sans doute révélateur de choses qui se passent ensuite, mais je ne crois pas que là, Jacques Chirac ait une responsabilité quelconque. Après, moi, je rejoins ce que dit Dominique Rousseau, c'est-à-dire qu'il est l'illustration tangible de la plasticité de la Ve République, depuis le début d'ailleurs, parce qu'encore une fois, seul Premier ministre quand même qui démissionne de ses fonctions et qui le dit et qui l'assume. Et c'est en ça aussi que sa vie est intimement liée à la Ve République. Benjamin Morel, il a été ministre la rupture, sous tous ses prédécesseurs. C'est la rupture, si vous voulez, je pense, avec la vision gaullienne de la Ve République. Et c'est très différent. C'est à la fois l'héritier du gaullisme et en même temps, ça va en être le fossoyeur. Il va en être le fossoyeur à travers, en effet, cette pratique des institutions, à travers le fait qu'il ne démissionne pas et qu'il accepte d'être Premier ministre de cohabitation. C'en est également le fossoyeur à travers le passage de l'appel de Cochin au soutien au traité de Maastricht. Donc là, il y a une vraie rupture. Et enfin, avec la création de l'UMP, la fin, d'une certaine façon, de cette famille gaulliste indépendante à côté de la famille centriste. Et je vous remercie infiniment tous les quatre d'avoir tenu en une demi-heure pour nous parler de l'héritage institutionnel de Jacques Chirac. Merci infiniment. On se retrouve nous demain de 17h30 à 19h30. Ce seront désormais les horaires du mardi. Demain, l'invité d'Oriane Mancini dans Bonjour chez vous sera Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Bonne soirée sur Public Sénat.